Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Caludique. On vous souhaite une bonne année. Bonne année! On va vous parler jeux de société avec notre récap des jeux qu'on a découverts au mois de décembre. C'est parti! On va donc vous parler des jeux du mois. Petit sommaire de l'émission. De l'actu. On commence toujours par l'actu. Ouais, enfin le sommaire, même. Le sommaire, l'actu. Les jeux qu'on a joués. La hype. Et le hors-jeu. Et la conclusion. Et la conclusion, bah oui, bien sûr, il faut dire au revoir. Il faut être poli dans la vie. La conclusion, on vous dire qu'il faut vous abonner, abonnez-vous. Ça fait partie des nouvelles résolutions d'être poli. et d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube et les 12 000 sur Twitch. Ça, c'est l'objectif. 120, ça sera pas mal déjà. Et du coup, l'intro, c'est fait. Ouais. Bah, du coup, abonnez-vous. On est sur Instagram, Facebook, TikTok, celui que vous voulez, Mastodonte, on est les meilleurs sur Peertube. Mastodon et Peertube. Voilà. Et du coup, rejoignez-nous parce que ça nous aide, ça nous permet après d'avoir un peu plus de poids. Et du coup, voilà, donc c'est très important de s'abonner. Tout à fait. Allez, et sans plus attendre, on passe à l'actu. Attends, je te fais des trucs, moi. Transition. Alors, l'actu... Il y a direct image. Et ben voilà, ça vient d'être annoncé dimanche, c'est la sélection finale des Diamants d'Or 2026. Donc, il y a 8 jeux qui ont été nommés. Vous saurez le podium final le 8 février. Donc rendez-vous le 8 février pour connaître les 3 du podium du Diamant d'Or. Alors attends, d'abord petit rappel. Qu'est-ce que le Diamant d'Or ? Donc le Diamant d'Or, c'est le prix français du jeu expert de l'année. Donc là, de 2025. Et qui c'est qui le délivre ? Eh ben, c'est une équipe qui s'est formée... Voilà. C'est des gens, quoi. Voilà, des gens. Okay. Et du coup, maintenant, ça a une certaine réputation, ce Diamant d'Or. Je viens d'avoir une idée. Comme ça, là. Ouais. Punk. Il faut qu'on crée le Cador. Ouais. On avait dit ça déjà. On avait déjà fait la blague. Non, mais le Cador, le Cador, parce que c'est une blague, tu vois. Ouais. Oh, c'est du génie. On va faire le Cador. Voilà. Bon, donc le Diamant d'Or, il y a 8 sélectionnés. Alors nous, on n'est plus trop jeu expert, hein. Donc, mais par contre, moi, Luthier était dans ma hype parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Et Sweetlands est sorti au mois de novembre, mais il a été en rupture tout de suite. Il n'y a pas eu assez de print. Et il revient fin février. Donc ça, c'était partie de mes 2 grosses attentes. Donc ils figurent... Attends, mais là, t'as pas du tout nommé les 8. Non, mais j'ai dit déjà les 2 que moi j'attendais, ils figurent dans cette sélection du Diamant d'Or. Il y a aussi donc Galactic Cruise, qui a eu très bonne réputation l'année dernière, on en a entendu pas mal parler, Quayside, que je ne connais pas, Fourmise, Philharmonix, Recall, et le dernier que je ne vois pas, Ada's Dreams, que je ne connais pas non plus. Donc il y en a qui sont peut-être pas encore sortis, mais ils ont pu y jouer, ou je sais pas. Je sais pas quels sont les critères pour le Diamant d'Or. Ça manque méchamment de coop, tout ça. Bon, on ne sait pas. C'est pas des coops, tout ça. Bon, c'est pas. On les connaîtrait si c'était des coops. Donc voilà, si vous suivez le jeu expert, rendez-vous le 8 février pour connaître les gagnants. Ok. Alors attends, on fait les actus ensuite dans l'ordre, parce que bien entendu, vous n'allez pas y échapper. On vous fait une petite actu. Hop, petite actu Game Night, la Game Night du Caludique. Du Caludique, quoi. Je me perds dans tous les noms. la Game Night du Caludique revient, c'est donc le 16 janvier prochain à partir de 18h et jusqu'à 4-5h du matin. Pour les plus motivés. C'est son. Salut Steph qui se connecte et qui nous demande comment ça va. Nous, ça va vachement bien. On espère que ça va toi aussi. Et bonne année. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, la Game Night, le 16 janvier, à partir de 18h, assez son, mais c'est quasiment dans Rennes. Vous avez un arrêt de métro à 100 mètres, littéralement, oui. de la Game Night. On joue métro Via Silva. Toute la nuit. Il y aura des nouveautés, il y aura du jeu de rôle, qui est animé par Jiba notamment, et d'autres maîtres de jeu. Donc, voilà. Et, coucou Armicon, et bonne année aussi. Salut, bonne année. Donc voilà, plein de jeux, dont une partie de ceux dont on va vous parler aujourd'hui. Du jeu de rôle, tu l'as dit, de la bar, boisson, snack et croque-monsieur pour manger sur place. Et voilà pour cette édition. Et une bonne humeur. Oui, et plein de gens, on y croit à mort. Donc voilà, c'est dans 10 jours, donc on compte sur vous. N'hésitez pas à venir nombreux, amener du monde. On a un événement sur Facebook, donc si vous voulez jouer à certains jeux, mettez-vous dans l'événement et comme ça, demandez-nous, comme ça, nous, on sait quoi amener, parce que des fois, nous, on fait nous-mêmes nos listes.
Et des fois, les listes qu'on fait, peut-être ça vous convient pas, nous on fait au mieux. Mais voilà, donc s'il y a des jeux, ça se trouve que vous voulez jouer, qu'on a et qu'on pense pas à ramener, donc n'hésitez pas à nous le dire, que ça soit sur n'importe quel réseau social ou sur l'événement Facebook. Dites-nous quel jeu vous voulez qu'on amène, comme ça vous pourrez y jouer lors de la Game Night. On n'a pas déjà eu des demandes pour l'édition qui vient là ? Je crois pas. Ok, d'accord. Mais demandez. Voilà, demandez-nous, on fera ce qu'on peut pour amener les jeux. Si on l'a, on l'amène. Tester, c'est ça. Ok, très bien. Donc ça, c'est l'événement 1, le 16 janvier, la Game Night qui est à venir. Et la belle affiche, du coup, par Fabov, qui est sur nos réseaux sociaux, Fabrice, qui du coup nous fait la gentillesse de nous faire ces affiches, et celle-là qui est vraiment très... Ouais, j'avoue, c'est ma préférée, je crois, depuis le début, là. Donc, on les a ici, donc celle-ci, celle-là. Donc voilà, il a la sympathie de nous faire à chaque fois ces belles affiches et on le remercie encore et grandement. Toujours. Ok, et dans le chat, Jiba qui dit que pour le jeu de rôle, il y aura des formulaires d'inscription et qu'il va préparer ça très bien. S'il y a besoin de communiquer dessus, on le fera. Deuxième événement, alors on reste à Rennes, désolé pour les non-rennais, c'est le festival de Rennes en jeu qui arrive, qui est lui le 31 janvier et le 1er février, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, festival de jeux classique, plein d'éditeurs, des tables auteurs, du jeu de rôle, des conférences, plein de choses. Ça se passe à Rennes, au couvent des Jacobins, donc c'est en plein centre-ville de Rennes. Ouais. Nous, c'est un festival qu'on aime bien parce que c'est un festival qui reste... Qui est à côté. Qui est à côté, oui, ça va. Enfin, premier argument. Non, mais deuxième argument, moi j'aime bien parce qu'il n'est pas trop gros. Oui. C'est assez petit. Et ils ont agrandi parce que c'est vrai que les années précédentes, il y a eu ça commençait à devenir compliqué de trouver des tables et l'année dernière, ils avaient ouvert d'autres endroits. Donc maintenant, c'est un peu plus facile quand même de pouvoir jouer. Et on peut jouer quand même à des avant-premières parce que... L'année dernière, c'est avant Cannes. Et l'année dernière, on y avait découvert... Wondrous Creatures. Wondrous Creatures, qui a été élu notre jeu de l'année 2025 dans la vidéo du récap de 2025, dont on met un lien de notre top. Là-bas. Ouais. Là-bas. Ouais, et voilà, du coup, on a la chance de pouvoir avoir des jeux en avant-première. On avait eu Pixies aussi une année, donc ça c'est cool parce que du coup c'est nos petites avant-premières à nous pour une fois qu'on est un petit peu en avance. Bon, il n'y a pas tous les éditeurs ne peuvent pas être présents, mais ça nous permet quand même... Le festival qu'on fait dans l'année. Donc on sera présent au festival pour réaliser des interviews des auteurs de jeux, des éditeurs, vous présenter quelques jeux, etc. On se promène avec notre caméra, et puis on fait des petites vidéos de qualité très mauvaise, mais qu'on diffuse immédiatement. Non, assez rapidement. Maintenant, on a les bons micros, on a les micros, on a le téléphone qui fera les micros, il faudrait que tu me les ramènes, que je les teste avant. Ça serait pas mal. Donc non, on essaye de faire au mieux, mais bon, c'est dans les conditions d'un festival, donc il y a quand même du bruit autour et tout. Mais l'année dernière, les vidéos ont quand même pas trop mal marché, donc ça, c'était plutôt pas mal. Et donc, Teva qui reprécise que c'est à prix libre. Donc l'entrée, oui, on vend gratuitement, mais on fait quand même, on paye une partie, c'est libre. 1 euro à 12 000 selon vos moyens, quoi. Si vous mettez 12 000, ils vont bien vous aimer. Et Game Steph qui est d'accord avec nous sur Wondrous Creatures. Au final, tu vois, moi je pensais qu'en élisant ce jeu-là, on serait un peu clivant. Pas clivant, mais que le jeu... je suis sûr que tous les gros gamers, tu vois, il est pas trop passé. Et au final, il y a pas mal de gens... Parce qu'ils s'attendaient peut-être à un jeu plus gamer, et en fait, il reste un peu entre deux, mais voilà. Mais au final, il y a pas mal de gens qui nous ont dit que c'était aussi leur jeu, même dans les commentaires de la vidéo et tout, que c'était aussi un de leurs jeux préférés. Ouais. Donc le jeu a bien marché, et on s'est pas trop trompé. Ouais. Une petite aparté sur un autre festival. Bon, j'ai pas préparé l'affiche pour celui-ci, mais si vous êtes du côté du Finistère, on reste en Bretagne, le 17 et 18 janvier, il y a le festival Finistère de jeux à Pont-l'Abbé. Alors moi, je suis hyper déçu, je voulais y aller, et en fait, quand on a placé la date de la Game Night, j'ai oublié Finistère de jeux, et bon là, ça va être compliqué d'enchaîner la Game Night, et le lendemain, de foncer dans le Finistère pour Finistère de jeux, donc je serai pas à Finistère de jeux. Ça, je suis un peu embêté, mais c'est un festival qui existait il y a quelques années, et qui marchait vraiment bien. Et puis qui a arrêté parce que l'équipe se renouvelait pas, etc. Enfin, j'en sais rien. Et là, ils ont créé une nouvelle équipe, ils relancent le truc et tout. Donc voilà, si vous êtes dans le Finistère, ou si vous avez envie d'aller dans le Finistère, parce que c'est hyper joli et y passer le week-end, c'est une super occasion, je vous invite à aller à Finistère de jeux, à Pont-l'Abbé, les 17 et 18 janvier. Est-ce que c'est la fin de tes actus ? Moi, c'est bon. Alors moi, je rajoute une petite actu parce qu'elle m'a fait plaisir. Alors, elle m'a fait plaisir. Il y a 2 personnes du staff de Board Game Geek qui quittent le site. Alors, c'est pas ça qui me fait plaisir. Mais il y en a une qui, j'ai oublié son nom, une des filles de l'équipe, qui quitte parce qu'elle va créer quelque chose de plus spécifique au jeu de rôle. Donc voilà, peut-être ça sera Jiba. Je vous invite à vous renseigner. Et la deuxième actu, c'est un des...
animateurs principaux du site, etc., qui le quitte parce que lui, il veut créer quelque chose de moins GAFAmisé. Et du coup, il veut créer des choses sur Mastodon notamment et sur Peertube. Donc c'est de la concurrence pour nous. mais je trouve ça quand même vachement bien. Et qu'il y ait des gens sur des sites aussi importants qui veuillent travailler sur des réseaux que je trouve plus qualitatifs. Je tenais à le souligner. Et du coup, Du coup, voilà, je le dis. Et j'en profite pour placer que nous sommes déjà sur Mastodon et sur Peertube. Vous pouvez nous suivre là-bas. Et si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous, c'est vachement bien. Ouais, et du coup, Jiba vient de mettre le lien de Finistère de jeu. Eh ben, c'est parfait. On va parler jeux de société. Voilà pour l'actu. Parlons un petit peu jeux de société. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ou là, présent dans le chat, à quoi vous avez joué, quel cadeau vous avez reçu, parce que vous avez peut-être reçu vos cadeaux de jeux, et vous êtes peut-être y jouer ou pas encore eu le temps d'y jouer. C'est une bonne question, on aurait pu faire dans l'actu. Hein. Ouais. Avez-vous eu des jeux à Noël? T'as eu des jeux à Noël? Bah oui. Moi j'en ai eu un, mais c'est moi qui me le suis offert, alors ça compte pas trop. Et ben vas-y, commence. Allez, je commence. Alors, je commence par celui-là. Donc nos jeux du mois, c'est les jeux qu'on a découverts depuis en gros le dernier récap, donc à peu près décembre. Voilà. Alors ça, c'est une exclue, parce que du coup, c'est un financement participatif de la campagne Ulule de Subverti, qui est Amarok, leur prochain jeu qui sort le 30 janvier. Mais il est tout petit. Bah oui, donc ils ont fait, moi j'avais bien aimé Biomos, et ils ont sorti aussi Dictopia, et dernièrement, Symbiose, qui du coup a bien marché l'année dernière, qui fait partie moi de mon top de l'année dernière, donc, et là c'est le nouveau Amarok, donc c'est une campagne participative, donc la boîte boutique ça sera celle-ci. Moi j'ai fait un pledge où j'ai eu le t-shirt. T'aurais pu le mettre quand même. Bah ouais, mais voilà, bon. Ça aurait été plus classe. Le temps que tu te présentes le jeu, je me suis un peu trompée sur la taille. Il a un peu stretch. Ah ouais, ouais. Moi, ça a l'air d'être ma taille. Donc voilà. Donc ça, c'est la boîte particulière qui a été éditée à 1000 exemplaires avec du coup le trou ici, vous voyez, sur la boîte, comme ça, tac, tac, tac. Oh. Voilà. Et il est dédicacé par l'autrice et par l'illustrateur. Ah, ça, c'est pas mal dans un Kickstarter. Eh ouais. Ah, vachement cool. Ouais. Oh, j'aime bien, c'est chouette. Ouais. Oh, vraiment... Donc c'est un jeu de Charlène Chaps. Donc les illustrations, on va voir, sont magnifiques, de Baptiste Pérez. Et donc c'est édité par Subverti. Donc voilà, vous aurez cette version-là du coup en boutique. Et moi, du coup, j'ai bien cette version ici. Donc c'est un jeu par contre qui se joue... Mais du coup, toi, tu l'as 2 fois. Bah oui, du coup, dans le pledge que j'avais pris, il y avait la version du coup édition limitée et la version boutique. Et donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs pour des parties assez courtes de 20 minutes, et ils disent 8 ans et plus. Et donc en fait, ça va être dans la manière de Symbiose. Donc Symbiose, hop, tiens, si vous ne saviez pas... En gros, je peux te racheter une boîte, quoi. Symbiose, c'est ça. Et en fait, on a un peu le même format avec des grosses cartes. Donc ça, c'est bien aussi pour jouer. Donc, hop, ça, c'est vraiment agréable. Donc vous avez ici, vous allez voir des cartes qui sont magnifiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors au final? Donc à ce jeu, ça va se jouer en plusieurs manches. Donc c'est très simple au niveau des règles. Donc en gros, on commence tous avec 2 cartes. Face visible pour nous. Et à notre tour de jeu, on va devoir poser une carte. On pose soit une carte de sa main, soit une carte qu'on peut prendre chez l'adversaire, soit une carte de la rivière, parce qu'il va y avoir des cartes présentes dans la rivière, soit une carte de la pioche au hasard. Parce qu'on va avoir un objectif. L'objectif, ça va être ici d'avoir soit les plus de chiffres quand on va faire la somme de nos 2 cartes, soit le moins. Ça va dépendre là de l'objectif de la manche. Et donc dès que tous les joueurs ont posé 2 cartes devant soi, hop, on regarde l'objectif, qui a le plus, qui a le moins. Ah ouais, juste en 2 cartes. En gros, il faut jouer un 1 et un 3, quoi. Voilà, sauf que il y a des petites subtilités, c'est que si quelqu'un a 2 cœurs, il gagne immédiatement. Donc, si on voit qu'il y a quelqu'un qui met un cœur, et qu'il y a un cœur au centre, il faut le lui prendre. Donc, en fait, il va y avoir quand même des choses à regarder. Et la deuxième chose qui fait le sel du jeu, c'est que ça va se jouer en 3 manches gagnantes, parce que, donc je vous ai dit, la première manche, on a nos cartes visibles. La deuxième manche, si on gagne une manche, la manche d'après, on a une carte visible, une carte cachée. Donc c'est pour ça que quand je dis on peut prendre chez l'adversaire, là nous il y a une de nos cartes qu'on ne voit pas. Donc on peut la faire prendre. Alors attends. J'ai joué. Ouais. On fait une fois. On fait un tour de table. Je dois rejouer puisqu'on joue 2 cartes. Voilà. Je peux décider de prendre la carte qu'un autre a posée. Alors pas qu'il a posée. Par contre tu peux la prendre dans sa main. Ah, parce que quand tu mets tes cartes comme ça, tu tiendrais vraiment tes cartes comme ça, quoi. Voilà. Donc il y a une de tes cartes que tu connais pas. Alors quand tu as gagné une première fois. Ouais. Ah oui, d'accord, je croyais que tu disais, genre, j'ai posé ma première carte, et la deuxième, je la mets face cachée. Non, c'est je tiens mes cartes comme ça, comme si j'étais con, j'en mets une à l'envers. Et si tu as gagné, donc, tu as gagné une première manche, tu as gagné une deuxième manche, et bien la troisième manche, parce qu'il faut gagner 3 manches, maintenant tu joueras tes 2 cartes non visibles. Oui, alors là, c'est carrément du pif, quoi. Bah du coup, non, c'est qu'en fait, les gens vont pouvoir jouer avec tes cartes, parce que c'est ça, à notre tour, on peut prendre chez les autres.
Donc si elles sont toutes cachées, on va pas jouer au hasard. Si t'as gagné toi la première manche et la deuxième manche, ça devient plus dur. La troisième, t'es sûr de pas l'avoir. Du coup, tu vas piocher chez les autres, parce que les autres vont aussi avoir des cartes visibles, tu vas prendre dans la pioche. Et il y a des petites comme subtilités. Alors Mikwan l'a testé au flip et c'était très bien. Ouais, ça marche très très bien. Mais il y a des petites cartes spéciales, il y a des pièges. Donc si vous avez un piège devant vous, vous ne pouvez pas gagner la manche, même si vous avez le plus grand chiffre. S'il y a la griffe, si vous l'avez, vous allez faire enlever une carte chez quelqu'un. Voilà, donc il y a plein de petites subtilités comme ça, donc dans un jeu très accessible. Alors, et le seul truc qui m'intéresse, j'ai vu que ça se joue en équipe, ça marche comment en équipe ? Alors en équipe, j'ai pas joué, j'ai joué que en individuel, mais tu vas jouer avec la personne en face et du coup vous regardez la personne qui a le chiffre le plus grand. Donc là il faut s'aider et puis il faut empêcher l'autre de gagner quoi. Mais donc comme dans Symbiose, qui avait un mode par équipe aussi également. Mais voilà, si on voit, il y a les illustrations qui sont quand même magnifiques. Si ça va faire le zoom sur moi. Et il sera à combien le jeu ? 11 € chez Philibert. Ok. Donc voilà. Donc, vraiment. Je te rachète cette boîte en vrai quoi. Bah, presque ouais. Par contre, alors. Ça t'arrangerait. Un petit défaut. C'est que les cartes, elles sont pas de bonne qualité. Cartes, pourtant, normalement, c'était censé être de machin, mais vous voyez, là, par exemple, elle est déjà cornée ici. Enfin, la couleur s'en va. C'est parce que t'as fait 184 parties. Bah, même pas, c'est ça le pire. Et du coup, je me dis, voilà, la qualité les cartes, c'est un peu léger. Et faut trouver des sleeves à cette taille-là. Hein. Je m'en fous, je livre pas mes cartes. Ouais, mais moi, tu vois, si tu veux le garder un petit peu, faut trouver la taille, c'est quand même des grosses cartes, donc faut trouver le sleeve. Bon, après, c'est encore un tout petit jeu de cartes, quoi. Ouais, bah après, Subversi, c'est leur truc, parce que aussi, ils sont très éco-responsables et tout ça. J'ai offert Symbiose, tiens, Noël. Très bon choix. Et du coup, dedans, dans le pack, moi, j'avais le carnet d'illustrateur et le carnet d'auteur, donc voilà. J'ai offert un Toy Battle. Oh non. Et bah, ça a fait un carton. Non, mais si, Toy Battle, il y a un public. 14 parties la première journée. Toy Battle, il y a un public et c'est très bien. C'est pas moi. Papa joue avec son fils, ça va super bien marcher. Ça, parents-enfants, très très bien. Ah bah voilà, on aime les mêmes choses, GameStef. Ok. À moi ? Donc voilà, et donc moi j'ai la 76e boîte, parce que du coup j'ai... bois ? Ouais. J'ai un petit truc, donc j'ai la 76e boîte sur les 1000. Donc voilà, je suis contente. C'est pas mal 76 sur 1000. Bah ouais, bien. 2, c'est mieux. Donc Amarok, je pense que ça va être le nouveau petit jeu d'ambiance un peu taquin de ce début d'année qui sort du coup le 30 janvier. Ok, d'accord. Alors, moi je vais parler de jeux que je... Tiens, t'as oublié ton t-shirt. Ouais. T'aurais pu le mettre quand même. Ouais. Moi je vais parler de jeux que je n'ai pas. Parce que j'ai découvert des choses en bar à jeux en décembre et j'avais envie de vous en parler. D'ailleurs, j'en profite d'abord pour faire un petit peu de promo pour le bar à jeux parce que j'ai joué dans un bar à jeux qui s'appelle Les Tuiles, c'est à Souston dans les Landes. C'est un bar à jeux qui a ouvert autour de la Toussaint, donc il est tout récent. Ouais, c'est pour ça, il est tout récent. Par contre, ils ont une bonne sélection de jeux avec plein de choses récentes, comme vous allez le voir. Et donc voilà, si vous êtes dans le coin de Souston, ils font des pâtisseries qui sont bonnes aussi, donc c'est important. Donc si vous êtes dans les Landes, si vous passez par les Landes, genre cet été en vacances ou n'importe quand, passez à Les Tuiles à Souston, c'est plutôt cool. Tu parles de ça ou pas ? Je parle de... Oui. Mais pas maintenant. Ah. Le premier jeu dont je parle, je vais les faire par ordre de ma hype, tu vois, un petit peu. J'ai spoilé. Alors, le premier jeu qu'on a testé, c'est Brick Like This, donc qui est un jeu Lego, donc le... Alors, je vais dire le deuxième, mais c'est pas vraiment le deuxième, mais bon, le deuxième jeu Lego. Et Monkey Palace. Après Monkey Palace, qui par beaucoup de personnes a été vu comme plus intéressant, plus drôle que Monkey Palace. Alors, dans Brick Like This, en fait, ça se joue en équipe. Donc, nous, on a joué, on était 6, donc on a fait 3 équipes de 2. Et dans l'équipe, un joueur a une carte avec une forme. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y en a, je sais plus, 3 ou 4. Et en gros, il y a un tas de pièces au milieu entre les joueurs. Okay. Et du coup, en décrivant à son partenaire quelle pièce il doit prendre et comment il les arranger, ils doivent reproduire la forme qu'il a sur sa carte. Okay. Dès que le gars qui a la carte pense que le mec en face, son partenaire, a bien fait la forme, il dit stop. On met un sablier, les autres ont 30 secondes pour finir leur carte. Ensuite, on met les cartes sur la table, on vérifie que tout le monde a bien fait la forme. Et puis, on marque les points en fonction de la difficulté. Si on a pris la carte la plus dure, je crois que c'est 8 points. La plus facile, c'est 5 ou 6. Et donc, en fonction du niveau de difficulté de la carte que vous avez choisie, vous marquez les points. Alors, est-ce que vous allez faire une carte 8 au risque de ne pas réussir à la terminer ? Ou alors faire une 5 pour la finir rapidement et mettre la pression aux autres qui auraient pris des gros chiffres ? Il y a un peu de stratégie qui se joue là-dessus. Okay.
Donc voilà, globalement, moi j'avais vu que les gens ils le trouvaient vraiment pas mal, et plus Lego que ne l'était Monkey Palace. Ben moi j'ai eu l'impression de jouer au Lego en jouant à Monkey Palace, Brick Like This, non. Moi, Brick Like This, j'ai eu l'impression de faire, tu fais des formes quoi. Ouais. Donc puis y a pas le choix de pièces est vachement restreint, en fait t'as une pile de, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais je suis même pas sûr qu'il y a peut-être 50 pièces dans le truc quoi. Après il est plus cher, ça a l'air c'est plus restreint. Ouais, alors bien entendu, ouais, c'est c'est une petite boîte et je sais pas, ça doit pas coûter très très cher. Moi, j'avoue, j'ai été déçu. Et puis, on est tombé sur un problème de règles dès la première carte. En fait, j'avais mon partenaire me faisait deviner une forme. Je fais la forme pile poil. Et sauf que, en fait, il y a un endroit, il n'y a pas les traits entre les briques. On avait vraiment que la forme. Donc, ma forme était vraiment nickel, parfaite. Mais il y avait un endroit où c'était prévu pour qu'il y ait une barre de 4. Et moi, j'avais mis 2 barres de 2. Conséquence, ma forme, en fait, tu pouvais la séparer en 2 trucs. Et du coup, ils disent, c'est pas bon. Je dis, moi, pourquoi c'est pas bon? J'ai exactement la bonne forme. La règle dit, il faut reproduire la forme. Et ils me disent, non, c'est pas bon. Je dis, moi, je veux qu'on me sorte dans la règle l'endroit où c'est écrit que j'ai pas le droit de faire ça. Et bon, il y a eu gros débat, personne n'était d'accord. Je dis, moi, tant qu'une règle me dit pas que j'ai pas le droit de le faire, j'ai le droit de le faire. Bon, on a recommencé, on n'a pas compté la manche. C'est tous des tricheurs. Et voilà. Mais première carte, défaut de règle, enfin défaut, petit manquement. Fais un petit pas là, à chaque fois t'es derrière les affiches. Oui, mais sinon après, tu vois, faut la mettre au milieu l'affiche. Tu vois, comme ça. Ouais. Et on a dit bonjour à Laurent. Ah oui, qui est arrivé. Et salut bonne année Laurent, à toi. Effectivement. Et Jiba qui nous dit que Brick Like This, c'est sympa, mais c'est déjà vu. Ouais, la seule originalité, c'est que c'est des pièces de Lego. Mais voilà, enfin, si c'est pour offrir à quelqu'un qui est fan de Lego, Monkey Palace marche, à mon sens, beaucoup mieux. On joue vraiment au Lego. Donc voilà, bien, mais pas top. Alors, Steph nous dit qu'il se lasse vite de ce genre de jeu. Ça m'amuse au début, mais voilà, après... Oui, ouais, parce que c'est bien en barrageux, on y joue. Exactement, une fois, voilà. C'est un jeu de barrageux, vous faites une partie en attendant que les autres arrivent, et de passer sur quelque chose de plus intéressant, ce qu'on va pas manquer de faire après. Ouais. Deuxième jeu. Je continue avec ça, tiens, j'ai joué hier. Tac. Donc je l'avais acheté, et en fait, on a eu la chance que Matago nous l'envoie. Ah oui. Donc voilà. Donc je l'ai en double. Donc c'est le dernier jeu de Friedman Freeze. Friseux. Voilà. Ouais. Donc toujours en vert, comme il le fait. Et avec des noms en F, voilà. Comme il le fait. Donc c'est un jeu donc assez, on va dire, quand même familial. Hein, on va dire, c'est axé, les règles, c'est plutôt accessible. Ouais, c'est moins moche que d'habitude. Moi, je sais pas, moi je trouve ça pas très beau quand même. Ah, c'est mieux que d'autres. Vas-y, continue. Donc c'est Geronimo qui fait ça. C'est de 1 à... Enfin, c'est Geronimo l'éditeur, je connais même pas. Mais c'est du coup Matago qui le distribue. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes, et ils disent à partir de 10 ans. Donc, très familial. Ceux qui ont l'habitude de jouer, Takenoko c'est 8 ans, c'est aussi compliqué qu'un Takenoko. Hein, donc 8 ans c'est faisable. Alors comment ça marche? Eh ben, vous êtes dans une ferme et vous allez devoir faire des ventes. Alors, est-ce que le thème est intéressant? Bof, parce qu'en fait vous allez faire des ventes, mais ces des ventes-là vont vous servir pour faire d'autres ventes. Enfin, c'est un mini-jeu de combo. Comment ça marche? Alors, je vais montrer une ou deux cartes. Donc, à notre tour de jeu, on va pouvoir se placer ici, sur le plateau. Voilà. T'as une boîte vide. Ça sert à rien. Donc, voilà. Et ils sentent pas très bon. Ah ouais, non, mais regarde. Ah, c'est 10. Ah, c'est vrai, il pue. Après... Ne sniffez pas forcément vos jeux. On avait dit qu'on ferait un top des jeux qui puent. Ah, on avait dit qu'on ferait un top des jeux qui puent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top de jeux? On a que 2 jeux à mettre dedans. Donc voilà, donc vous avez ici pour faire votre stock. Donc vous allez vous placer. Donc vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez d'abord faire des ventes et après vous placer là. Mais quand vous placez là, vous allez gagner les ressources. Donc soit 3 blés, 2 cornichons, 2 tomates, un mouton, un cochon, ou vous allez pouvoir piocher une carte. Parce qu'en fait, on a au début, alors ça dépend du nombre de joueurs, mais si on joue à 2 joueurs, on a 20 cartes. Dans nos 20 cartes, il va falloir être le premier à défausser ces 20 cartes. Point. Il n'y a pas de question de points, on ne compte pas des points, rien, c'est une course, c'est le premier à défausser ces 20 cartes. Donc voilà, donc on récupère des ressources grâce à ça, ou on pioche des cartes, parce que pour piocher des cartes, c'est la seule manière de piocher des cartes, c'est soit d'utiliser les effets des cartes, soit d'utiliser ici la partie stock. Parce que sinon, on a, ça, c'est pas beau, hein. On a notre pile de cartes qui ne se font pas. Donc par exemple, une vente, c'est quoi? Et ben ici, par exemple, si on regarde cette carte, je sais pas si ça va zoomer ou pas. Donc ici, je défausse 3 blés. Et le fait d'avoir défaussé 3 blés, ça me fait, je vends ma carte, mais elle va me rapporter 2 cornichons. Donc on a le droit à son tour de jeu. Tu défausses du blé, ça fait des cornichons. Voilà.
Donc c'est voilà, le thème est un peu... Voilà. En fait, tu fais du troc entre fermiers. Ah, tu fais du troc. Ok, d'accord. Et du coup... 3 blés pour 2 cornichons. Et vous pouvez très bien avoir cette carte-là. Voilà, donc vous défaussez vos 3 blés, vous pouvez 2 cornichons. Les 2 cornichons que vous venez d'avoir, vous les utilisez. Et vous faites du coup une deuxième vente. T'as des bras trop petits. Ouais, vous faites une deuxième vente. Donc vous avez un effet un petit peu de combo comme ça. Donc vous allez pouvoir faire 3 ventes à votre tour. Jusqu'à 3 ventes maximum. Donc vous récupérez des stocks, vous faites vos ventes et voilà. Et à la fin, comment on gagne ? Et ben c'est celui qui a défaussé les 20 son tas de cartes en premier. Donc c'est pour ça que de faire des combos c'est intéressant. Donc on dit voilà, cette carte là me donne du cornichon et les cornichons je les réutilise tout de suite pour vendre une autre, etc. Il y a plein d'autres effets. C'est particulier quand même. Ouais, il y a plein d'autres petits effets. Voilà, ici par exemple on peut piocher 2 cartes dans notre tas. Si on en remet une dessous, là ça va nous permettre de refaire du stock sur la place qu'était l'adversaire. Ah oui, il faut défausser ces cartes. Et les ressources, elles sont là, en fait. Voilà, les ressources sont pas mal. C'est des bonnes ressources. Les cornichons, ils sont là. Je crois que c'était genre virtuel avec les cartes. Non, on récupère nos ressources grâce, du coup, au plateau de stock. Ah, une tomate. Et voilà, et il y a plein d'effets de cartes. Donc, soit on peut récupérer des ressources. Là, par exemple, si je défausse ce cochon, et ben cette carte-là me donne un effet que je peux défausser des moutons pour gagner 2 ressources de mon choix. Voilà. Une fois qu'on a fait nos ventes dans notre tour, on les met de côté. Et on a du coup une troisième, c'est pas vraiment une action, mais on a un petit plateau ici, qui une fois que les ventes sont complétées, on peut du coup utiliser nos cartes pour soit rester au même endroit, parce que sinon il faut tout le temps se déplacer, on n'a pas le droit de rester au même endroit, mais du coup on peut utiliser nos ventes complétées pour rester au même endroit, se mettre à l'endroit d'un autre que l'adversaire est placé. Sinon on peut défausser 3 cartes pour avoir une ressource de son choix. Donc voilà, nos ventes complétées, elles vont quand même nous servir pour faire des petites actions qui sont sur ce plateau. Bon, et du coup, tu y as joué ? Et j'y ai joué. Et alors j'ai trouvé... Alors, j'ai bien aimé sur le fait... Enfin, le principe du jeu, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il manque un peu de montée en puissance. Je trouve qu'en fait... En même temps, c'est un 10 ans. Il y a des fois, tu fais des tours où tu fais tes 3 ventes, tu combattes et tout, puis des fois, tu prends juste une ressource, tu fais rien. Et des fois, tu tombes sur des cartes qui sont plus dures à faire et que ça tombe pas, parce qu'en fait, il y a une rivière quand même de cartes. Tu voudrais genre qu'au début, tu joues des petites cartes et petit à petit, tu puisses aller faire des combos plus puissants. J'ai l'impression qu'on fait un peu toujours la même chose, mais du coup, ça reste des parties de 20-25 minutes, donc ça reste court. Et par contre, on a eu, quand on avait un peu parlé dans Rebirth, tout ça, c'est qu'on a une rivière de cartes qui va nous permettre, si on est bloqué, des fois, justement, les deux cornichons, moi, j'ai pas de cartes pour les utiliser, mais peut-être que dans la rivière... Ah, tu peux jouer avec les cartes. Donc, ça défausse pas mes cartes, mais ça va me permettre de gagner d'autres choses, et elles se renouvellent, les cartes au milieu ? C'est ça le problème, c'est que j'ai fait une première partie où j'ai beaucoup joué avec les cartes de la rivière, et c'était intéressant. Et la deuxième partie que j'ai faite, par contre, les cartes de la rivière, on en a utilisé aucune. Elles ne marchaient pas, elles ne combattaient pas avec ce qu'on faisait, elles nous permettaient. Et voilà, et elles étaient là, et on ne s'en est pas servi du tout. Donc si t'as une mauvaise main et qu'il n'y a rien de ce qui vaut au milieu, t'es un peu coincé. T'as vraiment pas de bol en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça reste un petit jeu court. Les règles sont très rapides à prendre en main, donc ça c'est cool. Et voilà, c'est sympathique, mais du coup il m'a manqué un petit truc. Et pareil, du coup. Et c'est sorti quand ? C'est sorti au mois d'octobre, je crois. Octobre ou novembre. Et franchement, voilà, il y avait des très bons retours. Hein. Je sais que le Passe-Temps en a beaucoup parlé. Pénélope a fait une vidéo dessus aussi où elle le trouvait super. Moi, j'aime bien. Mais voilà quoi. Est-ce que j'en ferai plein de parties ? Je sais pas si j'ai tant que ça envie d'en refaire parce que je trouve que c'est un peu répétitif. Et voilà quoi. Mais après il y a des petits effets et tout ça, je pense que voilà. Mais peut-être qu'à 2 aussi c'est moins intéressant parce que ça renouvelle moins. Il y a beaucoup de jeux comme ça, c'était le problème de Cascadia par exemple, ou des trucs comme ça. Donc voilà. Ouais. Je suis pas méga hypé. Non. Bon, à essayer quand même. Mais... Après le matos il est cool, donc si vous voulez chercher un petit jeu à jouer en famille. On va dire que par rapport aux autres Friedman Friseux, ça a l'air déjà moins. Il fait pas que des trucs bien, Friedman Friseux, et souvent c'est moche. C'est un peu. Non mais celui-là avait bonne réputation, du coup je suis peut-être un petit peu déçue parce que j'en attendais plus, et c'est ce qu'on m'a dit aussi. À la maison, le sentiment c'était ça manque de points, parce que oui, c'est juste une course, on défausse nos cartes, et d'un côté ça facilite parce qu'on n'a pas de comptage de points, et en même temps j'ai l'impression que ça manque, il manque un petit truc pour ça. Bon moi à essayer, mais je suis pas méga hypé quoi. Mais voilà, mais ça reste bien. Ok, d'accord. Voilà. Formidable. Steph dans le chat qui nous dit qu'il passe sur ce jeu, ça ne l'attire pas. Ok. Et Mobs est arrivé, salut Mobs. Et bonne année aussi. C'est à moi. Donc je continue dans les jeux découverts en barre à jeux pendant les vacances. Et je parle de Yubibo. Alors moi c'est typiquement le genre de jeu auquel je ne m'intéresse pas, globalement. Clairement. Parce que, pour moi, c'est pas vraiment du jeu de société. C'est le genre de truc que t'as avec gamin pour t'occuper. Il y en a 12 000, des machins où tu poses des trucs et il faut pas que ça tombe et tout.
Bon, j'avoue que Yubibo en barrageux, on s'est bien marré, quoi. On s'est bien marré. Donc, Yubibo... Ça vient de sortir, enfin, c'est sorti fin d'année, donc c'est récent, quand même. Donc, le règle de base, t'as 15... c'est un twister. Vous avez joué au twister, le truc avec la flèche, et tu mets la main... tel joueur met la main sur le jaune, après tu mets le pied sur le vert, puis le rouge sur le truc, tu vois, tu fais comme ça, là. Voilà. C'est ça avec les doigts. C'était hyper années 80, c'est la même chose avec les doigts. Donc à ton tour de jeu, en fait, ça va te dire, tu dois mettre un bâton sur l'index du joueur rose. Donc si t'es le joueur rose, mets la main comme ça. Donc voilà, je vais devoir mettre un bâton qui va sur l'index là. Et là, je dois aller de n'importe lequel de mes doigts. Donc par exemple, on va mettre un bâton qui fait comme ça. On aurait dû prendre un crayon. Attends, j'ai des crayons. Ah, on va jouer à Yubibo. Vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu en vrai. On va faire un Yubibo. Tiens, je te mets la pointe dans le doigt, sur l'index, et moi je fais ça. Donc là, on a fait ça. Bon, alors à deux, c'est pas terrible. Toi maintenant, donc tu as une main de libre, toujours qui te permet, donc tu pioches une carte et par exemple, elle va te dire sur le pouce. Ouais, mais elle va dire ton pouce. Ouais, et du coup, tu peux aller de n'importe quel doigt, de ton pouce à n'importe quel doigt. Voilà. Et maintenant, à moi de jouer, et moi je vais dire genre le petit doigt. Et du coup, je vais faire un truc comme ça. Donc hop, voilà. Bon, avec 3, on y arrive. Donc là, vous avez compris l'idée du jeu. Alors bien entendu, nous, on y a joué à 5. Donc c'est beaucoup plus le bordel, hein. Et vous essayez. Est-ce que tu joues comme ça, avec les autres mains? Ouais, bah là, en fait, il faut faire un cercle avec les 5 mains. Comme ça. Voilà, et mettre les bâtons qui ça fait des Mikado, quoi. Voilà. Ah, parce que j'ai les pointes, moi, dans les doigts. Ah là, hein, j'ai les doigts troués maintenant. Et donc, il y a 15 bâtons, vous gagnez si vous arrivez à mettre les 15 bâtons. On n'a jamais réussi, le mieux qu'on ait fait, c'est 15. Ça serait bien. Non, le mieux qu'on ait fait, c'est 11. Et on a quand même dû faire 4-5 parties, je pense, d'affilée. Donc t'es vraiment dans le genre, on recommence, on fait mieux. Bon, j'avoue que moi j'étais le premier à dire, c'est peut-être bon là, 5 ou 6. Mais c'est assez rigolo, et t'as vraiment cette idée de, vas-y, enfin le fait qu'on ait jamais réussi à faire 15, ça te donne envie de rejouer pour améliorer. Et ensuite, il y a une deuxième règle où il y a des petites balles en mousse, et en fait, il va falloir réussir à caser les petites balles en mousse entre les bâtons, et il faut que le tout ne tombe pas. Donc ça doit être un gros merdier. On l'a pas essayé. Donc voilà. Au final, franchement, c'est plutôt une bonne surprise. Je trouve que ça, à offrir, ça peut être assez fun. Jeu de bar, clairement, ça se prête super bien. Jeu d'apéro, jeu pour vos enfants quand ils ont des copains qui viennent, qui sont pas trop joueurs, ça marche bien. Donc au final, c'est pas méga original, c'est qu'une réinterprétation d'un jeu qui est un peu vieux comme le monde. Mais objectivement, on s'est bien marré, et c'est con et bien pensé, quoi. Donc je ne peux que vous inviter à l'essayer. Voilà, personnellement, je vais pas l'acheter, quoi. Donc voilà. Ça te tente. Ça aurait été pas mal en Game Night. Avec ça, on fait un petit carton. Ouais. Qui c'est qui a édité ça? Je sais pas. Bon, là, édité par je sais pas. donc voilà. Allez, suivant. Chez toi. Tchouk. Je vais parler de Everdell Duo. Touk. En fait, Everdell Duo... la 48e version d'Everdell. Il est passé un peu sous les radars. Parce que tout le monde en a ras-le-bol d'Everdell. Ouais, donc c'est Matago qui l'a sorti. Donc ça, c'est on l'a pas reçu par Matago, hein, c'est bien moi. Donc c'est une version duo, évidemment. Donc ça se joue à 2 joueurs. Il propose un mode solo, mais le mode solo, apparemment... Attends, dans quel sens je tourne, moi? Hop, tac. Donc le mode solo est très mauvais, a priori. Donc, parce qu'en fait, quand tu es en mode solo, tu dois jouer les 2 rôles. J'aime pas le dessin, c'est clinquant. Donc tu joues les 2 rôles, donc en fait tu dois gérer les 2. Ah, c'est un coop? Ouais, et donc non, c'est pas un coop, parce que du coup dans cette version d'Everdell, vous avez la possibilité de jouer en compétitif, en coopératif, ou ils ont même proposé un mode challenge, enfin un mode campagne. Ok. Donc voilà, donc vous avez 3 modes de jeu. J'ai joué à la version coop parce que c'est ça qui m'intéressait dans cette version d'Everdell, parce que moi j'ai revendu l'autre parce que je n'y arrivais pas avec les règles. Alors clairement, le souci qu'il y a dans le Everdell classique, vous l'avez ici, c'est-à-dire que pour un jeu simple, normalement d'une demi-heure, on a encore passé, je sais pas combien de temps sur les règles ne sont pas claires, comme dans le premier Everdell, ce qui m'avait fait le revendre, et donc là, ça me pose problème, parce que du coup, j'ai le même souci sur ce jeu. En plus, comme il y a les 2 modes, alors ils disent, c'est comme le mode compétitif, mais... Alors du coup, tu sais plus dans quelle règle... Ils d'abord un mode, et puis après les différences. Donc tu ne sais jamais dans quel mode il faut regarder pour avoir la bonne règle. Donc voilà. Il y a du matos, par contre, ou quoi que ce soit. Donc il y a un plateau principal, il n'y a plus l'arbre et tout. Si vous jouez en compétitif, vous aurez les mêmes sensations que le Everdell classique, sauf qu'il se joue qu'à 2, en plus minimaliste. Voilà. Donc si vous jouez qu'à 2, bah oui, passez sur cette version et revendez l'autre. Voilà, Jiba il a dit il y aura tout la saga Everdell, Dice, Roll and Write. Legacy encore, ça peut être intéressant. Ils l'ont pas fait le Legacy? Non, pas encore. Mais voilà, donc moi j'ai testé la version coopérative, c'est ça qui m'intéressait. Mais voilà, on a galéré encore sur les règles, sur un petit jeu comme ça, c'est pas normal qu'on galère sur un petit jeu d'une demi-heure.
sur des règles, alors qu'on joue à des jeux comme Rebirth ou quoi, et voilà. C'est des jeux compliqués, ou même Windows Creature, on n'a pas besoin d'y revenir aux règles. Et là, Everdell Duo, c'est encore compliqué. Donc la version coopérative, c'est on va créer la ville ensemble. Donc on va avoir des cartes en main, donc c'est le même système, il y a les créatures, les cartes de fin de partie qui font des points, tout ça, donc ça va se jouer sur le même système, sauf que là, on va pouvoir se partager une carte, se partager une ressource pour aider l'autre à faire ses cartes, et on va construire notre ville ensemble, et le but ça va être donc dans les... C'est Dorf romantique, un petit peu, ouais, mais avec des cartes. Everdell romantique. Avec des cartes et des... Mais voilà, donc il va y avoir des événements, il va falloir réussir des événements, donc c'est un système de succès ou défaite. Donc en fait là par exemple nous on a fait le chapitre 1. Le chapitre 1 il faut réussir 4 événements et avoir au moins 85 points en mode normal. Vous avez réussi ? Et on a réussi, on a fait 92 donc on n'était pas loin parce qu'en mode difficile c'est 95. Donc ah oui c'est le truc où ça te dit bravo voilà. Vous avez atteint... J'aime pas ça. Voilà et du coup on peut... C'est le... Voilà, moi je veux savoir si j'ai gagné ou perdu. Bah c'est ça, non si là du coup c'est si tu fais pas les 4 événements et pas 85 t'as défaite. Tu dois après, ah oui, et après t'as un niveau de succès quoi. Voilà. Et du coup, et tu peux le faire en mode normal ou en mode difficile. Et après, du coup, tu peux passer au chapitre 2 qui va t'apporter des nouvelles choses, etc. Et du coup, dans ce chapitre 2, ça ne sera pas les mêmes contraintes parce que du coup, en coopératif, vous avez sur le plateau des putois. Les putois vont nous empêcher de faire certaines actions, notamment sur les lieux, on ne va pas pouvoir se placer, ou sur les événements dans différents... C'est vachement discriminatoire pour les putois. Ouais. Et du coup, donc, par contre, c'est un système un peu complexe de soleil et de lune. Donc, quand on fait nos actions, si en fait on place un ouvrier, parce que c'est du placement d'ouvrier à la base, Everdell, quand on place un ouvrier, on va avancer la lune. Quand on va jouer une carte, on avance... quand on place l'ouvrier, on avance le soleil, et quand on place la lune, on avance... Quand on joue une carte, on place la lune. C'est hyper compliqué. Voilà, on voit qu'elle n'y arrive pas. Donc voilà, et après, en fait, on a un certain nombre d'actions possibles, en lune et en soleil, et quand on arrive au bout, on passe à la saison suivante. Ça se joue en 4 saisons, comme le Everdell classique. Et voilà, donc ce système déjà de lune et de soleil, voilà... Moi j'avoue que tu m'as perdu il y a longtemps. Ouais c'est ça, en fait déjà il est complexe. Mais finalement quand on y joue et quand on a fait une première partie, ça reste finalement assez fluide une fois qu'on a passé cette première partie. Et voilà, j'ai bien aimé le mode coopératif. Donc moi je pense que ce Everdell Duo, je ne le jouerai qu'en coopératif, sauf si quelqu'un ne veut pas faire de coop et du coup faire du compétitif. Mais en fait finalement moi c'est cette version que je vais préférer et du coup maintenant à chaque fois que je jouerai à Everdell, et je préfère cette version là du coup quand même. Et donc, je jouerai qu'à cette version-là. Donc mieux pour toi que Everdell normal, mais pas fifou quand même. Bah, moi j'avais beaucoup d'attentes sur Everdell, j'avais été déçue, je l'ai revendu. Là quand même, je suis déçue par les règles qui sont... J'arrive pas à maîtriser ces règles de ce jeu. Mais voilà, je trouve que le mode coopératif marche bien. Je trouve que c'est intéressant de travailler ensemble pour essayer de faire des points. En fait, attends, on a qu'à mettre cette carte. Tire à toi, récupérer. Il y a quand même cet échange. Je dis, bah tiens, moi je vais faire l'ouvrier, je vais prendre les ressources, mais toi, tu as besoin de ces ressources-là, donc au pire, je te la donnerai. Il y a quand même de l'échange et de la discussion pour créer sa ville et faire le maximum de points. Et voilà, donc j'ai envie de faire les autres chapitres, voir ce qu'ils proposent, etc. Ça reste. C'est pas du Legacy, ça reste un mode campagne, c'est des scénarios en fait. Oui, mais ça c'est bien. Oui, mais c'est moi j'aime bien. Oui, mais il faut pas le prendre comme un Legacy. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de changement ou d'ajout de matériel. Du coup, tu peux arriver avec un autre joueur et te dire ah, tiens, on commence directement le scénario. Mais il ne faut pas que les gens s'attendent à. Non, moi, je préfère ça. C'est juste différents scénarios proposés. Vous pouvez les faire en campagne ou vous pouvez faire les chapitres individuellement. Donc voilà. Donc si vous hésitez et que vous jouez beaucoup à deux, bah passez plutôt sur cette version. Et comme ça, vous aurez les deux modes en plus. Et... Ouais, en gros, je suis à peu près sûr et certain que j'achèterai pas. Déjà parce que 2 joueurs, chez moi, ça passe pas. Ouais. Mais par contre, je serais assez curieux de le tester. J'aime bien Everdell, moi. Bah ouais, mais du coup, voilà. Franchement, cette version-là, je préfère, du coup. Ah, la renarde. Salut, la renarde. Bonjour. Donc, ok. C'est bon ? Ouais. Donc, on était sur Everdell Duo. Un petit mode de jeu existant qui veulent faire leur version 2 joueurs. Oui, c'est sur ça. Le normal, quoi. Non, il y a une mode, c'est ce qu'a dit, il y a une mode. Ah oui, il y a une petite mode. Ah oui. Il y a eu King of Tokyo Duel. Oui, alors, c'est une mode qui dure depuis un moment, quand même. Oh, c'est les 2 dernières années, surtout. Bon, avant, c'était les Dice. Oui, c'est ça, à un moment donné, ça a été... Là, c'est vrai que tout le monde sort son duo. Everdell Duo est mon jeu le plus joué 2025 en solo. Ah ouais, bah, parce que du coup, j'ai entendu des échos comme quoi le mode solo était pas bon. Peut-être elle joue pas en solo, et finalement, elle a fait que 2 parties. On sait pas. Parce que moi, c'est facile de trouver le jeu auquel j'ai le plus joué en solo. Bon, c'est régicide. Non, j'ai entendu que le mode solo était pas fifou parce que, en fait, il fallait jouer les 2 rôles, et du coup, à chaque fois, quand on joue 2 rôles, bah, il faut dissocier son esprit, etc. Donc, j'avais entendu que c'est... En solo, c'était pas. C'est parce que tu n'as qu'une personnalité. Voilà, les gens qui en ont plein, hop, ils en choisissent 2 et ils jouent avec celle-là. Ok, très bien. Donc dis-nous. Ah bah non, une dizaine de parties. Bon très bah bien, cool. Très bien. Bon bah finalement, peut-être que ce que j'ai dit n'est pas faux parce qu'on joue les 2 personnages, mais
peut-être ce n'est pas gênant, et si ça vous va, Ok. Le solo, a priori, est bon quand même. À moi de... Donc, je continue avec le dernier jeu auquel j'ai joué en barrageux. Et un jeu qui a bien fait parler de lui à la fin de l'année, puisqu'il s'agit de Viva Katrina. Donc... Que Armiquan a mis dans son numéro 1 top de l'année. C'est vrai. Ce qu'il nous avait dit. Eh bien, je ne vais pas te rejoindre. Comment... Alors, globalement... Reste quand même, Armiquan. Non, par contre, la boîte est magnifique. Franchement, la boîte est magnifique. Viva Katrina, c'est un jeu de pose de tuiles. Alors, voilà, tu vois, tu fais fuir les gens. Bah oui, voilà. C'est un jeu de pose de tuiles. Et en fait, nous, on a commencé à jouer au bout de 10 minutes. On s'est regardé avec ma fille et on a fait... c'est Isle of Sky, quoi. Et moi j'ai trouvé ça classique aussi, mais bien. C'est vraiment, en fait c'est ça, c'est que c'est vraiment très très classique. C'est c'est dans la lignée d'un Carcassonne. Isle of Sky est dans la lignée d'un Carcassonne et lui il est dans la lignée d'un Isle of Sky. Isle of Sky, c'est plus moderne dans l'illustration, dans le gameplay et dans les couleurs, dans le choix des tuiles. Le mécanisme est intéressant en fait. Tout Parce qu'en fait, il y a débat. Ouais, tout est... comment je veux dire ? En fait, t'as une double rangée de tuiles, et tu dois obligatoirement prendre une tuile qui est dans l'un des 4 coins. Donc t'as toujours le choix, à peu près toujours le choix entre 4 tuiles, sauf si à force de jouer, on vide toute une rangée, il reste plus qu'une rangée, t'as plus le choix qu'entre 2 tuiles. Donc t'as toujours un minimum de choix à ton tour de jeu. Après, c'est classique, hein, tu prends ta tuile, tu viens la placer, donc comme un Isle of Sky, dans ton petit monde à toi que tu as créé. Et donc, soit tu vas essayer de faire des magasins qui sont différents, soit tu vas essayer d'avoir des fantômes de même couleur, selon des petits objectifs que tu vas te fixer. Oui, c'est ça, il y a les petits objectifs à réaliser. Voilà, en fait, tu peux même prendre une tuile qui va te dire, comme dans Isle of Sky, qui va te dire, t'as tant de points par fantôme vert. Donc, tu vas essayer de choper des fantômes verts. On pioche les tuiles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, je crois. Il y a ensuite 4 manches. Et on compte les points. C'est un jeu de tuiles très 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 classique. Pourquoi nous il a pas si bien marché que ça C'est du poliomino. On y a joué. Non. Bah si, parce que du coup c'est comme du patchwork, comme un patchwork. C'est pas des tuiles comme c'est comme des tuiles comme dans Carcassonne. Il y a des chemins et tu mets des chemins au bout des chemins. C'est vraiment du Carcassonne quoi. Oui, mais t'as quand même des formes dans tes chemins. C'est pas comme Darwin où c'est une tuile, c'est pas des tuiles quoi. Non, c'est pas des tuiles. Non. Ouais, je suis d'accord. Alors attends, parce que juste pour répondre au chat qui réagit sur Isle of Sky. Alors dans Isle of Sky, le côté enchère est effectivement important et n'est pas présent dans Viva Katrina. Par contre, les objectifs présents sur les tuiles qui te donnent des façons de scorer, ça c'est vraiment comme Isle of Sky. Et Armiquan qui nous dit qu'il n'a jamais joué à Isle of Sky. Alors là, par contre, là c'est faute professionnelle. Moi non plus, j'ai jamais joué. C'est vrai ? Là, je l'ai pas assez vieux. Moi, c'était sorti, c'était pas encore dans le monde du jeu, moi, je crois. Celui-là, je l'ai par contre. Donc, il faut jouer à Isle of Sky. Si vous avez des enfants, arrêtez il faut qu'il réédite un peu de façon moderne, non ? Arrêtez de les faire. Non, il a pas vieilli. Arrêtez de les faire jouer à Carcassonne. Faites-les jouer à Isle of Sky. Franchement, c'est génial, Isle of Sky. C'est un sans faute. Le jeu, il est même pas moche. Alors oui, encore un peu à l'allemande, bien entendu, mais il est même pas moche. T'as le mécanisme des enchères, t'as des mécanismes de scoring qui sont propres à chaque joueur, puisque c'est selon les tuiles que tu poses et tout. C'est vraiment un best-of. Viva Katrina, c'est plus familial, déjà dans l'univers, dans la façon dont c'est édité, c'est beaucoup plus coloré. Donc il faut le tester, mais moi je l'ai vraiment vu comme un jeu familial, vous y jouez avec vos enfants de 10 ans. Encore une fois, donc moi j'ai 2 filles qui ont 12 ans, qui ont l'habitude des jeux. Forcément, elles jouent à du Ark Nova, elles faisaient du Isle of Sky, elles avaient 8 ans. Donc là, elles ont trouvé ça trop familial. Globalement, j'ai pas d'autres reproches à faire au jeu. Si ce n'est que, donc, je disais, nous on y a joué à 6. Et c'était long. Ah ouais, par contre. Oui. Mais c'était long. Faut pas jouer à ça à 6. Bah oui, mais ne jouez pas à ça à 6. Je pense que vraiment, à mon avis, ils ont conçu, testé le jeu. Je pensais même pas que ça pouvait. Je pensais que ce genre de jeu, c'est 4 normalement. Ouais, en fait, je pense que le jeu, il a été conçu à 4. En fait, tu vois quand tu joues que plus il y a de joueurs et plus ça va être long. Donc, il faut vraiment y jouer à 4. La tenancière du barrageux nous a dit qu'elle avait fait jouer à des groupes de 3 et qu'ils avaient trouvé ça trop rapide. Ah bon ? Et que du coup, ils avaient même rajouté une manche. Alors que nous, clairement, il y avait une manche, au moins une manche de trop.
Donc, jouez-y, testez-le à 4, parce que c'est vraiment du super boulot, c'est bien édité. Ça révolutionne rien du tout, c'est que du déjà vu, mais c'est moderne, quoi. Donc voilà. Ah bah oui, désolé, c'est Stéréo, t'es viré du cas ludique pour faute professionnelle. C'est sa faute et il m'a pas fait jouer. C'est de sa faute. J'en ai plus de jeux auxquels t'as pas joué. Bah, je pense, ouais. Bref, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une vidéo du type vous n'avez pas... On avait fait une vidéo les jeux auxquels vous n'avez pas assez joué parce que c'est des jeux que nous on aime et qu'on trouve qu'ils soit ils étaient un peu anciens et ils sont passés à la trappe ou quoi, et on a fait une vidéo comme ça, donc on fera sûrement une deuxième session de ce type de jeu. Mais je peux pas mettre Eye of Sky dedans, tout le monde a pas joué à Eye of Sky. Non. Okay, bon, bah, tu vois la preuve, et du coup en plus c'est vrai que aujourd'hui je pense que tu vas dans une boutique, les gens vont te proposer Viva Katrina et pas Eye of Sky. Je pense qu'aujourd'hui les vendeurs de jeux, je sais pas si Eye of Sky est encore édité. C'est possible. Je sais pas. Mais du coup, je pense que voilà, les gens, ils arrivent, ils proposent Viva Katrina, c'est joli, tu fais tes tuiles. Ouais, mais c'est dommage. Ouais, mais c'est dommage. Ça reste, c'est un bon jeu qui a tout qui marche bien, mais qui, Je préfère Darwin dans les systèmes de combos, de tuiles et d'objectifs. Ça reste Darwin mon préféré. C'est beaucoup plus complexe que Darwin. Teva s'en va. Salut Teva, on se voit la semaine prochaine. Yes. La big box de Eye of Sky est en vente. Ok, bah moi j'ai le jeu de base sans extension, donc je ne sais même pas ce qu'elle rajoute. Donc voilà, je peux pas objectivement en dire du mal, mais pour moi c'est du déjà vu. Ouais. Donc tu vois, Army-Quan, du coup, je peux pas, même si c'est génial, ça peut pas être un top 1 pour moi, c'est une sorte de réédition, quoi. Ouais. Bah ici, il a le temps, peut-être qu'un jour il jouera à Sky, il nous redira ce qu'il en pense. Voilà, tu as une mission, Army-Quan, c'est jouer à Eye of Sky et nous dire ce que tu en penses. Yes. À toi. Allez, t'en as encore un? C'est le dernier? Ouais. Donc moi je vais parler de Space Lab. Space Lab, c'est le dernier de chez Studio H. Ça se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties 20 minutes, je dirais peut-être un poil plus quand même, 10 ans, voilà. C'est un jeu de combo et objectif. Donc vous êtes dans une veine d'un Faroe. C'est belle la boîte. Ouais, très jolie. Avec le système d'ouverture sur le côté. Donc, vous êtes dans un jeu de type château combo, Faroe, voilà. Petit jeu de placement de... Donc comment ça marche? Eh ben, vous allez avoir des tuiles objectifs que vous allez piocher, toutes différentes, et vous n'avez pas les mêmes que vos adversaires. Donc vous allez avoir des petites capsules, donc ça se passe dans l'espace. Donc voilà, ça c'est l'équipe. On commence avec des petites capsules comme ça. On va mettre nos objectifs ici dedans. Donc l'objectif par exemple, ça va être... Hop, je regarde ce que j'en trouve. C'est chouette, c'est un peu fold, mais pas trop. Donc par exemple, ça va être de mettre ici par exemple 2 cartes jaunes et une carte bleue autour. Dès que vous avez réussi cet objectif, voilà, vous remplissez la condition. Vous allez avoir ces objectifs-là et on a des objectifs communs. Bon, ça reste assez classique, hein, mais c'est bien fait, ça marche bien. Et vous allez avoir des cartes. Ces cartes, en fait, elles ont des points qui vont compter à la fin. On va compter les points. Ça, c'est un peu long, le comptage de points. Alors, à votre tour, qu'est-ce qui se passe? Même la fiche de score, je la comprends pas. En fait, vous allez créer un tableau. Donc ça, voilà, on crée un tableau comme ça avec du coup ces capsules ici au centre et les cartes qu'on va mettre tout autour des capsules. Donc vous allez avoir une ligne en haut, une ligne centrale et une troisième ligne. Donc ça va se jouer en 3 lignes. Oui, ça me rappelle Bounty Hunters. Ça peut. Vous allez piocher des cartes. Alors, ça, c'est la partie un peu chance. Et le problème, c'est qu'on pioche des cartes et vous avez le droit de garder des cartes de même couleur. Donc, si vous piochez que des cartes de couleurs différentes, ah oui, tu gardes qu'une carte. Vous allez pouvoir garder qu'une carte par une carte par une carte. Si dès le début, vous piochez 3 cartes de la même couleur, vous pouvez garder les 3. Parce que du coup, comment ça marche? Pour pouvoir, en fait, poser une carte, il faut en défausser. Donc, celle-là, il faut défausser 2 cartes pour pouvoir la placer. Donc le but, c'est quand même de réussir à avoir des cartes. Vous pouvez en avoir que 5 en main, donc ça limite. Mais il y a ce système-là. Les cartes que vous ne prenez pas, elles sont mises dans une défausse commune. Et là, par contre, c'est pareil, le même système. Au lieu de prendre ces cartes... Ah oui, donc tu peux jouer au milieu. Par contre, tu prends pas... Ah, on a déjà vu ce truc où tu prends au centre. Pareil, si tu prends au centre, je peux prendre genre toutes les vertes. Voilà, par exemple. Il y a un jeu qui implémente exactement cette mécanique. Je sais donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on laisse à l'adversaire, parce qu'on voit l'objectif des adversaires. Donc, si on sait qu'il a besoin de bleu, peut-être qu'on va pas lui laisser du bleu. Ah oui, les objectifs sont publics. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, donc on a ce système-là, et après, c'est comme on l'a dit, tu viens de le dire dans Viva Katrina, on a des objectifs. Donc là, cette carte-là, elle me rapportera 3 points si j'ai des cartes de ce symbole-là dans la même ligne. Celle-là, c'est dans tout mon plateau, j'aurai 1 point par astronaute. Donc il y a les métiers et les conditions, donc il y a les couleurs, il y a 2 choses, il y a les couleurs et les métiers.
Et voilà, donc c'est l'essayer d'optimiser son tableau. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment... J'adore Château Combo, c'était mon jeu de l'année dernière. Donc, on est dans la veine de ça. J'adore. Petit problème, c'est que on a une des mécaniques qui nous permet de piocher des petites cartes objectifs, comme ceci. Et ça, on en revient sur les cartes que tu avais dit pour Rebirth. Où, en fait, si on la pioche pas, on peut piocher plusieurs. Et là, c'est des cartes qui vont nous dire, si tu en as une, tu fais 1 point. Si tu en as 2, tu fais 4 points. Si tu en as 3. Oui, si sur la dernière manche, tu pioches la bonne carte. Il y a une carte, par exemple, si on l'a une fois, c'est 1 point. Si on l'a 2 fois, c'est 10 points. Donc, si sur la dernière manche, tu as la chance, tu la prends, tu fais 10 points de plus. Du coup... Ouais, les cartes objectifs, c'est comme si c'était un peu à la mode, mais pas toujours bien maîtrisé, quoi. C'est ça, parce que du coup, ça fait une partie chance. Et du coup, 10 points, ça reste quand même beaucoup sur un petit jeu comme ça. Parce qu'on voit, là, les scores, c'est 56, 49, 52. Bon, là, j'avais réussi à faire 107, mais... mais voilà, on voit que les scores, c'est 70, 90, donc 10 points. Ça fait quand même beaucoup. Ok. Donc voilà, il y a cette partie chance sur les cartes objectifs. Pareil, et comme j'ai dit, sur le piochage, si on en pioche 3, de la même couleur, déjà, on peut garder 3, ça va nous aider. Que si on les pioche une par une, on perd du temps, quoi. Parce que du coup, dès que quelqu'un a rempli ses 3 objectifs, ça met fin à la partie. Donc il y a une course quand même, ça peut être plus ou moins long, parce que si quelqu'un rush sur ses objectifs, la partie va être plus courte. Si quelqu'un optimise et puis rush pas sur ses objectifs, ça va être plus long. Je ne sais plus du tout où je l'avais vu, mais il est dans mes jeux à essayer. Mais voilà, moi ça n'empêche pas que je le trouve très bien, parce que ça reste des parties rapides, c'est hyper fluide en termes de règles. On prend, on pioche, on pose. Ça dure combien de temps du coup? Ouais, c'est 20-25 minutes, à 2 en tout cas. Ok. Et voilà, franchement, vous aimez Château Combo, voilà, ça reste dans la même veine, avec des petites choses en plus, avec un super matériel, une belle boîte. Voilà, les tuiles sont très épaisses. Donc voilà. Non, mais du coup, Space Lab, franchement, un petit jeu, ça reste pas cher. Petit jeu de combo, facile à sortir, règles très simples. Donc voilà, Space Lab. À essayer. Et dernier jeu de mon côté. Et alors là, moi je gagne le game du comment. Il n'est pas sorti en France. De la nouveauté. Je sors dans le. Je tape dans le jeu. Pas sorti, je vais vous parler de Leviathan Wilds. Et que tu avais déjà mis dans tes hypes et tout. Que j'avais mis dans mes hypes. Et voilà, pour une fois, j'ai rentabilisé mes vacances en Espagne. Donc moi, je vais souvent en Espagne. Donc je suis passé par une boutique de jeux. Et je me suis dit, je vais essayer de choper quelque chose qui va être dispo en France, mais qui ne l'est pas encore. Comme ça, on peut en parler en amont. Et donc j'ai trouvé Leviathan Wilds, qui en plus était dans les coop que j'avais repérés suite à SN. Donc dans Leviathan Wilds, en fait, c'est donc un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir vous associer pour être en gros des soigneurs de Léviathan. Donc les Léviathans, c'est une espèce de grosses bestioles. Il y a des figurines? Je vais vous les montrer. Non, il n'y a pas de figurines parce que les bestioles, elles sont... Regarde, Jiba, c'est dans un... cahier à spirale. Dans un cahier à spirale. Donc par exemple, un Léviathan, donc c'est une grosse bestiole qui est remarquée... là, il y a un Léviathan araignée, par exemple. Donc voilà, et comme vous le constatez, ou peut-être vous le constatez pas, mais le Léviathan, en fait, il est malade. Il y a des petits cristaux méchants qui poussent sur lui. D'ailleurs, tous les Léviathans, ils ont ce problème-là. Et combien de scénarios, du coup? 17. Il y a de quoi faire. Ouais, et du coup, vous êtes une équipe de grimpeurs. J'ai joué toute la partie de l'autre jour en cherchant un mot pour... Parce que dans les règles, il est en espagnol, le jeu, ils appellent ça un escalador, quelqu'un qui fait de l'escalade, et j'étais là, comment on dit un escaladeur? En français, ça n'existe pas un escaladeur. Et là, tout d'un coup, ça m'est sorti, donc un grimpeur. Donc vous êtes une équipe de grimpeurs, et vous allez devoir escalader les Léviathans pour aller casser les cristaux pour qu'ils se sentent en bonne santé, les petits Léviathans. Et c'est quoi les mécaniques alors? Alors, le mécanisme, c'est simple, vous avez un deck de cartes. Alors le jeu est assez bien conçu, il se renouvelle vachement en fait. Quand tu commences la partie, tu choisis un joueur qui va venir, un personnage, qui va venir avec 2-3 cartes qui lui sont propres. Et ensuite, tu vas choisir un métier, une spécialisation, qui elle va venir avec 8 cartes qui lui sont propres. Donc, tous les joueurs, tu as un deck de 11 cartes qui tourne tout le temps. Okay. Et tes partenaires ont forcément des cartes différentes. Et si tu rejoues, il suffit que tu changes soit ton personnage, soit ta spécialisation, et direct, t'as plus le même deck. Donc tu as une rejouabilité, ne serait-ce qu'au niveau de ton personnage, qui est assez forte comme ça. Et donc, hop, si je prends un petit Léviathan, on va prendre la tortue. Elle est chouette la tortue, regarde. Waouh. Le Léviathan en tortue. Donc tu vas l'escalader. Donc tu as des petites passerelles en bas.
de départ, donc tu pars d'en haut, et t'as donc, il y a différentes cases qui indiquent en fait où est-ce que tu dois mettre des cristaux, et les cristaux en fait sont représentés par des dés que tu places sur le Léviathan, et en fait tu vas te déplacer jusqu'aux cristaux, et tu vas les taper. Donc si un dé il a une valeur de 5 et que tu tapes avec une valeur de 3, hop, tu le passes à 2. Il faut le passer à 0 pour détruire le cristal. Mais le Léviathan, il a des points d'accès. Déjà, il peut avoir des trous, parce que si tu es là, tu peux pas t'accrocher, donc tu tombes. Et comment tu te déplaces sur le Léviathan ? C'est une action. En fait, okay. T'as différentes actions possibles, un petit peu comme dans un Subterra, on va dire, où t'as des points d'action dans ton tour, et tu vas les dépenser pour te déplacer sur le Léviathan. Donc monter, c'est une action. Sauter, par exemple, pour passer un trou, où t'as des cases, les cases rouges, les cases jaunes, en fait, elles te fatiguent plus. Les cases rouges, elles peuvent te blesser. Donc t'as tes cases-là, tu vas peut-être vouloir sauter par-dessus pour les éviter, mais tu vas aussi avoir des événements qui vont se passer qui vont faire que tu tombes ou que tu descendes. Notamment si t'es fatigué, en fait tu peux plus t'accrocher au Léviathan, et tu lâches et tu tombes et tu vas devoir tomber donc jusqu'à la passerelle qui est juste en dessous de toi. Donc tu dois calculer ton truc comme ça, et en fait dans un tour de jeu, tu commences. Première action, tu vas voir en fait quel événement il va se passer à la fin du tour. Ça c'est comme dans Subterra. Ensuite, tu as 3 cartes devant toi, et ces cartes, elles ont soit un pouvoir, soit un nombre de PA. À ton tour de jeu, tu es obligé de jouer une carte pour ces PA. Donc par exemple, si tu prends une carte 4 PA, eh ben, tu as 4 points d'action que tu peux faire dans ce tour-là. Après, tes points d'action, tu vas t'en servir pour te déplacer, pour te reposer, pour piocher des cartes, etc. Et les cartes que tu as avec des pouvoirs, tu peux les jouer à tout moment, c'est-à-dire pendant ton tour ou pendant le tour d'un autre joueur, pour leur pouvoir spécial qu'il y a en dessous. D'accord. Donc, il y a un côté victime. tu escalades, tu descends, tu remontes. Ouais, plus Subterra que Victime. Donc voilà, c'est assez cool. Le niveau matos, c'est pas mal. Donc vous avez des petits plateaux comme ça. À creuser. Double couche pour mettre votre carte perso, compter vos points de vie, avec un petit résumé là des actions possibles. Je vous le mets à l'endroit. Donc là, forcément, moi, mon exemplaire est en espagnol. Donc il y a un peu de texte. Honnêtement, tu pourrais jouer sans problème, mais avec moi. Ouais. Parce que là, je fais Duolingo maintenant. Je parle espagnol. Ouais, j'y crois à mort. Ouais. T'as des petites pièces comme ça qui sont... alors pour le coup, qui sont sympas, mais pas 100% bien pensées. C'est la couronne de la Galette des Rois. En fait, tout simplement, tu viens les mettre autour de ton pion. Si t'as des cartes d'événements qui vont dire autour du joueur actif, comment tous les joueurs perdent 2 points de vie à la fin du tour. Donc tu mets ça autour du joueur actif, comme ça, s'il se déplace, tu te rappelles où est l'action. Mais ils auraient dû les faire un peu plus petites parce que les cartes sont pas si grandes. Donc là, il y a des petites erreurs. T'as des petits jetons en bois qui sont petits mais sympas. Hop, voilà. Donc, hop, tu vois, un petit rappel, ça c'est pour compter les tours et tout. Non, c'est plutôt bien édité et donc beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Et donc, chaque Léviathan vient avec éventuellement ses propres règles. Et, enfin, avec ses propres règles. Donc, tu as 17 niveaux, des règles générales et 2-3 petites cartes que j'ai pas là sous la main qui te spécifient les règles à appliquer à ce Léviathan-là. Donc, c'est vraiment pas mal. Principal défaut du jeu, en Espagne en tout cas, il est hyper cher. Ah merde. Donc là, je pense que sur un jeu comme ça, je sais pas combien tu penses que ça vaut. Bon, ça peut valoir 55. Ah, t'es pas loin quand même. Hein. 62. Ouais, tu vois. 62, c'est un peu cher. T'as une boîte terraformée, là, pas terraformée, thermoformée à l'intérieur. T'as 17 scénarios. C'est bien édité. Moi, je trouve ça un poil cher. 62 €. Ouais, 50 voilà. Quoi. 49. Donc j'ai pas encore fait beaucoup de parties parce que je l'ai eu à la toute fin de décembre et bon, j'étais sur la route donc tiens, Émeric à nouveau. Bonjour Émeric. Merci de t'être abonné. Donc on n'avait pas dit qu'on faisait ça. Ah ouais. Hop là. Donc voilà. Donc globalement, à mon avis, j'ai pas encore fait beaucoup de parties de Leviathan Wilds pour Émeric qui est arrivé en cours de jeu. Mais je pense que ça a quand même pas mal du potentiel. Les critiques sur BGG sont vachement bonnes, avec des gens qui l'ont comparé à Spirit Island. Alors, au niveau de difficulté, je vois pas le lien encore, mais j'ai fait que les premiers Léviathans. Donc, il faut que j'aille plus loin. C'est un petit peu original, j'aime bien En vrai, j'aime bien le mécanisme avec le plateau à spirale, qui est vraiment bien utilisé, et qui te permet l'édition de passer comment... Je vais y arriver. De passer d'un scénario à l'autre et tout. C'est vraiment chouette. Après, voilà, il faut que j'aille voir les Léviathans suivants et tout. Mais bon,
C'est pas mal, c'est moins familial quand même que justement que tous les coops qu'on a vu passer en fin d'année, parce que on était sur une année 2025 qui était quand même assez riche en jeux coop. Côté un peu Hans End, non? Bah non. Parce que t'as des Léviathans qui ont des trucs non, c'est des Némésis dans Honzen, et puis c'est des méchants. Là, c'est des gentils. Ah oui, d'accord, faut les non, je t'ai dit, pour moi, il y a du subterra dans les points d'action, etc. Et s'il fallait le rapprocher d'un autre jeu, j'ai pas de réponse. Voilà. J'ai pas de réponse. Donc c'est assez original, c'est moins familial que... Et on attend la version française. Que plein d'autres. Et version française qui... Alors, j'ai fouillé que sur que sur BGG. Sur BGG, il n'y a pas de version française, de date de version française annoncée pour l'instant. C'est un jeu qui est sorti en 2024 en anglais, c'était un Kickstarter à la base, édité en 2025 chez Salt & Pepper Games, qui est un éditeur espagnol qui n'est pas présent sur le marché français. Donc, je suis sûr qu'on le verra arriver en France, mais quand, peut-être à Cannes, il y aura des annonces. Donc, ouais, peut-être à Cannes, il y aura des annonces. Ouais. Et je vais acquitter le jeu sera peut-être moins cher en VF. Je me suis posé la question. Je pense que le prix du jeu en France est un peu moins cher qu'en Espagne. Parce que j'ai trouvé que tous les jeux étaient un peu chers. Ouais, globalement plus chers là-bas. Donc voilà. Mais je pense qu'on fera... déjà, dès qu'il est annoncé en français, on fera une vidéo. Comme ça, on est sûr d'être les premiers. Mais on en reparlera dans un spécial coop ou un truc comme ça quand j'aurai fait plus de parties. Voilà pour moi. Petit point rapide sur Rebirth. Ah, ça y est, tu as joué à Rebirth. J'ai joué à Rebirth et j'ai joué le plateau Irlande. C'est pour ça qu'on refait un point dessus, parce que tu en avais parlé, j'avais pas encore pu le tester. Et ben j'ai beaucoup aimé ce plateau Irlande. Je trouve que il m'a manqué pendant les vacances. Bah oui, tu vois. A priori, je le récupère pas. Non, parce qu'on doit faire une revanche, voilà. Parce que en fait, je perdais et d'un coup, j'ai monté et j'ai gagné, voilà. Bon. Par rapport à la version Écosse, j'aimais bien les cathédrales dans la version Écosse. Mm-hmm. Donc ça me manque, mais en même temps, dans la version Irlande, eh ben oui, ça compense complètement le côté des objectifs. Clairement, en fait, parce que les objectifs sont tous visibles, donc tu dois être le premier à le faire. Si tu le fais pas, bah tant pis pour toi. C'est beaucoup plus course, quoi. On peut pas avoir, comme dans Écosse, des cartes qui font « Ah bah, je peux plus le faire ». Carte qui sert à rien. Parce qu'en fait, déjà, on peut en piocher qu'une supplémentaire. Des cartes. En fait, on peut en piocher qu'une supplémentaire. Parce qu'il n'y a qu'une petite tuile sur les tours rondes, il n'y a qu'une petite tuile pour piocher un objectif supplémentaire. Donc si tu rushes pour aller tout de suite prendre l'objectif, tu sauras lequel tu dois faire. Oui. Mm-hmm. Donc voilà, il n'y a plus du tout ce côté-là aléatoire. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup ce côté Irlande. Voilà, j'ai trouvé du coup qui compense tout le côté, même si j'avais bien aimé quand même le côté cathédrale. Ouais, en fait, il faut vraiment considérer que Écosse est un côté familial ou découverte. Et après, tu vas plutôt garder dans la longueur le côté Irlande, quoi. Voilà, et c'était bien spécifié, donc j'ai bien relu quand même que du coup, parce que tu avais le souci de la carte, la tuile 13, il faut bien être positionné sur les 3 pour avoir la tuile 13, comme le x2. Le x2, tu peux t'y positionner et te mettre un objectif x2 que si tu es à côté des 2 tuiles x2. Ok, d'accord. Donc voilà, donc c'est la petite subtilité. Bon, toujours un peu difficile quand même à voir le plateau. Franchement, là, des fois, j'étais là, attends, est-ce que je suis présente? Elles sont où les cités? Elles sont où les non, ouais, les ça m'a villes? pas trop gêné. Ah si, et j'étais là, attends, ce château, combien y a-t-il autour? Ouais, la visibilité, j'ai trouvé quand même impossible. J'ai joué à 2 sur cette version Irlande. Mais voilà, ça reste un jeu que j'adore. Et direct, c'était Ahmed avec qui je jouais qui m'a dit je veux ma revanche, on en refait une. Et voilà, donc ça, comme on le dit, il y a cet effet et qui nous a fait à tous les deux, c'est on joue, on fait mais on a envie d'y rejouer. Ouais. C'est là, moi, c'est ce que encore une fois, j'ai pas mal bougé pendant les vacances en me rendant et dans le sud-ouest et en Espagne. Et du coup, c'est des voyages sur lesquels j'en profite pour faire découvrir les jeux. Puisque ma famille, qu'elle soit dans le sud-ouest ou la famille de mon épouse qui est en Espagne, il y a des gens qui jouent. Donc à chaque fois, j'arrive avec mes sacs de jeux. Et là, je me dis, je vous aurais bien fait découvrir Rebirth, et je l'avais pas. Ouais, on se le partage. Garde partagée. Ok, donc, et voilà, ça clôt notre section les jeux du mois. Ouais, n'hésitez pas à nous dire vous à quoi vous avez joué, donnez-nous des petits noms que nous on pourra, si on n'a pas joué, on pourra essayer de tester, et vos cadeaux de Noël, etc. Tout à fait. Que ce soit maintenant dans le Twitch ou sur YouTube. On passe à la section spéciale Sarah, la hype. Bah en fait, là, on a fait quand même, on a fait une hype il y a 2 semaines quasiment, donc ça, ça va être rapide celle-là. Ouais, ça va être la même, je vais pas avoir tout de plus. Donc, on l'a dit en début par rapport au Diamant d'Or, donc Luthier My Hype a encore augmenté vu qu'il est sélectionné pour le Diamant d'Or. Il était déjà en vente en Espagne. Ah mais il y a trop de texte, je pense que moi ça va être mort. Ouais, non, j'ai pas pris. Donc voilà, donc Luthier My Hype a encore augmenté.
Voilà, Sweetland qui revient, là, les précommandes ont été lancées pour fin février. J'ai vu un truc sur ce jeu qui m'a intéressé, où je me suis dit, celui-là... Ouais, celui-là... Donc voilà, il y a toujours Mosaïque chez Blam qui va sortir aussi bientôt. Donc système de puzzle game, d'images et d'association d'idées, donc très bon. Et j'espère que Bombix viendra à Rennes en jeu avec les secrets de Wardenkin, parce que ça, je veux le tester. Et Origin Stories, qui a été du coup annoncé aussi, je crois, pour février. Donc, il y a un jeu de pli narratif, un jeu de pli où on garde un personnage évolutif, etc. Donc ça, voilà, ça reste. Mais voilà, il y en a plus maintenant. Voilà, 5 jeux que j'attends. Donc voilà, la hype assez rapide. Il y a Laurent qui nous confirme que Sweetland, c'est génial. Là, il faut qu'on s'organise une après-midi, Laurent. Mais je crois que Laurent, il a dit qu'il venait à la Game Night. Ah, ça va être un peu long peut-être Sweetland pour la Game Night, parce que c'est 3 heures. Hein. Non, mais... Plus les règles, donc on en a pour 4 heures. Non, mais il faut qu'on s'organise une après-midi. Et du coup, la Renard, tu as pu tester les secrets de Wardenkin, peut-être, parce que je sais qu'il avait été présenté à Vichy et à d'autres endroits. Donc j'espère que le bon mix l'aura là. Et ce mois-ci, il y a D1 qui sort, dont les gens ont l'air de dire beaucoup de bien aussi. Ouais. Enfin, moi, j'ai vu plus... Oui, j'ai eu je me suis pas plus renseigné que ça, mais j'ai eu pas mal de gens qui disent « Ah, ça, c'est vraiment bien. » Ouais. Donc voilà. Laurent B, trop long pour la Game Night, mais on se voit quand vous voulez. Bah écoute, viens à la Game Night, on se rencontre et on va organiser des soirées jeux autour de la Game Night, donc il y aura des occasions sûrement qui vont se créer, quoi. Ouais. Alors, déçu de Arx. Non, je suis pas déçu. Oui, pas déçu, ah oui. Pas déçu de Arx, ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu essayer, c'est vrai que les gens avaient des bons retours. Et Once Upon a Time, ça m'intéressait, ce jeu. J'ai entendu des petites choses. Je crois que tu grattes. Ouais. Et c'est avec des phrases. Enfin, ça a l'air intéressant. C'était très intéressant parce que je sais que ça avait été pas. Non, je pense pas. Donc, c'est tout pour la hype. Ouais, comme d'habitude. Maintenant, on enchaîne avec le hors-jeu. Le hors-jeu. Une dernière section. Donc, alors, si vous nous avez découvert avec le live de fin d'année de notre top 2025, il y avait une section qu'on n'avait pas, qu'on fait dans tous nos récaps mensuels, qui est le hors-jeu où en fait on vous parle pas de jeux de société, on vous parle de films, de séries et de livres majoritairement qu'on a découvert. Alors c'est une séquence que vous retrouvez également dans un monde de jeux, mais sachez qu'on l'a fait avant eux. Voilà, parce qu'en fait nous à la base, tu avais un site qui permettait de gérer... toujours un site. T'as toujours le site qui s'appelle Kekosa, qui permet de gérer ses livres, ses DVD, ses séries et tout. Ouais, en gros, ça unifie MyLudo, Allociné et Beta Série dans un seul site. On peut tout faire, donc vous pouvez mettre des avis sur vos jeux, noter vos parties, etc. Donc sur le site Kekosa, et du coup, on faisait des podcasts, séries, qui parlaient livres, de tous les univers du site. Voilà. Et quand on a commencé la chaîne vidéo, on a lancé que le jeu sur vidéo. Mais du coup, on a gardé cette petite hors-jeu dans nos vidéos de jeux. Et donc, on parle de... Alors, moi, j'en ai 2, t'en as un, donc je vais commencer. Non, je peux parler des jeux vidéo, j'avais dit. Ah, mais vas-y. C'est pas grave. Non, mais vas-y. Mais j'ai pas l'image, du coup. Non, c'est pas grave. Alors, je vais parler de jeux vidéo, parce que moi, je joue pas mal aux jeux vidéo. Et je lui en parle parce que c'est une petite déception. C'est le jeu Bananza, Donkey Kong Bananza sur Switch 2. Bananza, ça existe en jeu de société? C'est possible, ouais. Et ben du coup, Donkey Kong Bananza, moi j'étais fan de la série Donkey Kong sur Super NES, sur Wii, etc. Là, ils ont sorti, donc avec la Switch 2, c'était très attendu, donc ce Donkey Kong sur Switch 2. Je suis un peu déçue, je vois pas trop la finalité, on casse. Alors par contre, on se défoule, parce que du coup, Donkey Kong, il casse tout le décor. Donc on peut casser tout, on creuse, mais il y a déjà eu un Donkey Kong où tu casses tout le décor. Oh oui, c'est possible. Mais les autres, c'était plus de la plateforme, etc. Et là, du coup, on casse, et on détruit tout le décor. On peut passer 10 ans à détruire tout le décor sans faire, du coup, le but du jeu. Non, mais ça doit être de celui-là dont j'ai entendu parler. Donc... Il est pas récent, en fait. Ah si, il est sorti en juillet, là. Oui. Bon, il est pas récent. Il est récent, comme il est sorti cette année. La Switch 2 est sortie cette année, donc voilà. Et donc, j'attendais beaucoup, je me dis, ça va être génial. Bon, j'y joue, mais franchement, je suis déçue, du coup. J'avais joué à Mario et Luigi Épopée Fraternelle, où j'attendais pas grand-chose. Ils ont fait un crossover avec Minecraft, genre tu construis, et ça. Après tu démolis. Et voilà, donc franchement, un peu déçu. Bon, ça reste un jeu de plateforme, mais voilà, je vois pas trop la finalité, c'est sympathique, mais voilà, un peu déçu de ce Donkey Kong Bananza sur Switch 2. Et donc, vous pouvez aller sur Mario et Luigi Épopée Fraternelle, qui est un RPG, mais un peu, voilà, assez... C'est pas un RPG à la Final Fantasy, c'est un RPG plutôt accessible, avec des petites missions, et je m'attendais pas à ça, et le jeu est dur en longueur, il y a vraiment de quoi faire, et ce Mario Luigi Épopée Fraternelle, il est vraiment génial. À l'inverse, j'ai été super surprise, et vraiment agréablement surprise, c'est un super jeu, voilà. Ok. Je pourrais parler d'autres jeux, mais
ça sera pour un prochain hors-jeu. Et moi, je réagis pas, j'ai pas de console, donc je ne joue pas. Ok, et ben moi, je vous parle livre avec 2 gros coups de cœur que j'ai lus pendant les vacances. Un premier qui est ici, hop. Il s'agit de Pierre et d'Os de Krasinski. Je vais pas y arriver. Krasinski, si c'est ça. Donc ça raconte en fait l'histoire de... on y suit en fait une jeune Inuit, la vie d'une Inuit en fait, en fait, ça commence à peu près à sa fin d'adolescence, on va dire, où en fait la banquise se fend, et elle est séparée de sa famille, et du coup elle va devoir vivre toute seule, parce que une fois que la banquise s'est séparée, tu peux pas rejoindre l'autre. Et donc on va y suivre toutes ses péripéties, toute sa vie, jusqu'à sa mort, ses rencontres, etc. Et c'est un roman c'est un roman graphique, c'est une BD. Mais c'est pas une histoire, c'est pas tiré d'une histoire vraie. Non, je pense pas. Et c'est magnifique. Alors c'est de l'aquarelle. L'image, rien que donc c'est de l'aquarelle, mais l'histoire elle est vraiment top, toute la longueur. Ça en dit beaucoup sur le monde des Inuits, comment ils vivent, on les voit, à quel moment ils construisent des igloos, les soirées, comment elles se passent, etc. Un petit peu leur culture, tradition. Vraiment un gros coup de cœur, j'ai trouvé ça super beau. Vraiment super beau. Donc là, je l'ai pas, j'ai lu en numérique. Mais ça faisait longtemps. J'avais pas lu une BD vraiment que j'ai refermée en me disant oh là là, celle-là, elle est vraiment belle. L'aquarelle est vraiment magnifique. Donc là, vous êtes au-delà de l'histoire. Au-delà de l'histoire, le trait est superbe. Donc je ne peux que vous recommander ça. C'est tiré d'un roman. Vous avez le nom de l'autrice là sous le titre si vous arrivez à le lire. Mais là, le nom m'échappe. Donc je ne sais pas ce que donne le roman, mais vraiment c'est une super histoire et c'est super beau. Donc voilà. Game Steph qui réagit en disant j'ai lu Shangri-La aussi il y a longtemps. Je saurais plus. Je sais que j'ai bien aimé, mais c'était il y a... On en a parlé dans un des podcasts qui filment à l'époque où on faisait vraiment que les podcasts. Donc on en a parlé il y a 4-5 ans en podcast de Shangri-La. Donc voilà, super reco, que ce soit pour l'image ou pour l'histoire, foncez sur cette BD là. Elle doit bien faire ses 200 pages. Ah oui, quand même. Ouais, elle est vraiment costaud. Donc voilà. Ok. Tu nous parles de cinéma. Alors attends, cinéma non, parce qu'il n'est pas sorti au ciné. Il est sorti sur Amazon Prime. C'était hier, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça vient de sortir. C'est donc The Roofman, donc un voleur sur le toit sur l'affiche, mais québécois. Si vous regardez sur Prime, ça s'appelle Roofman. Donc c'est avec Channing Tatum et on suit en fait la vie d'un voleur. En fait, c'est dans les années 90. C'est tiré d'une histoire vraie. Alors après, c'est toujours romancé un petit peu. Donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Voilà. Donc Jeffrey Manchester qui en fait a braqué 15 McDonald's. Il travaillait dans les forces armées avant. Et il s'est retrouvé plus avoir de finances, pas pouvoir élever correctement sa fille, etc. Et il s'est lancé dans les braquages de McDonald's, 45 McDonald's, et il a été pris. Donc ça commence là, en fait, on voit pas les braquages des McDonald's. Alors, le film commence justement... Parce que son pseudo, il vient de là, en fait, parce qu'il rentrait par le toit dans les McDonald's. Ouais, et du coup, donc voilà, ça commence vraiment. On s'est posé la question justement, et au début du film, on voit pas les. Non, on voit un braquage et il se fait gauler. Et en fait, il va s'évader, et c'est là qu'on va voir, c'est qu'en fait, cette évasion, en fait, il explique, je spoil rien, mais voilà, pour s'évader, il faut se cacher. Il faut se cacher. Non, mais si, parce que de toute façon, tout le monde le sait, c'est dans le synopsis. Donc il va se cacher dans un magasin de jeux pendant plusieurs mois. De jouets. Voilà. Ouais, magasin de jouets. Tout le monde croit qu'il est planqué au passe-temps. Non, il est planqué du coup dans un gros magasin américain de jouets. Donc, voilà, et on voit comment il va faire ça, comment il vit sa cavale. Il va faire quand même des rencontres, même s'il n'a pas le droit. Enfin bon, bref. Et voilà, on voit l'histoire de ce personnage. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on sait que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, il était considéré comme un des voleurs les plus intelligents de sa génération quand il s'est fait prendre dans les années 90. Le pitch est intéressant. Ouais. Vraiment. La réalisation est bien, parce que Amazon, c'est pas les meilleurs pour la réalisation. Après, ça reste un film Amazon, mais en fait, ce qu'on disait, c'est on a l'impression que c'est tourné à l'ancienne, parce que du coup, ça se joue, normalement, c'est dans les années 90. Ok, donc, d'accord. Voilà. Et le casting est quand même bon, parce que Channing Tatum, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste quand même, voilà. Il y a Kristen Dunst, elle a vieilli, par contre. Bon, après, c'est normal, elle a son âge, mais bon, des fois, on a encore, comme elle a pas fait tant que ça de films, on a l'image... dans c'est marrant parce Virgin que Suicide. Moi, la semaine dernière, j'ai regardé Titanic que j'avais jamais vu, et Kate Winslet, elle a rajeuni.
C'est bizarre, hein. Ouais. Mais du coup, voilà, Kristen Dance, voilà. Et il y a celui qui jouait aussi dans Game of Thrones. Je sais pas celui qui est petit, voilà, mais je sais plus le nom de l'acteur. La personne de petite taille. Voilà, qui jouait dans Game of Thrones, bref. Et voilà, franchement, vous cherchez un film sympathique, voilà, ça c'est plutôt cool et franchement, allez-y. Voilà, ne regardez pas le truc sur la mer avec Michel Pfeiffer, c'était nul. Ok, d'accord. Alors attends, je réagis vite fait sur le chat. On a Jiba qui conseille à GameStef Carbone et Silicium. Même chose, je l'ai lu, ouais, c'est très bien, Carbone et Silicium. Et qui lit dans la foulée que Silent Jenny, qui est sorti récemment. Moi, je l'ai eu à Noël, donc à mon avis, on va en reparler. On va en reparler la semaine prochaine, le mois prochain de Silent Jenny, parce que il est magnifique. Non, je l'ai pas lu encore. Ah oui, je l'ai eu à Noël. Et j'ai eu une pile comme ça de romans graphiques à Noël, là, donc... Il y aura de quoi faire pour le prochain récap. Ouais, il y aura sûrement de la BD. Dernier livre. Et il me reste un livre, alors pareil, je ne l'ai pas là. Et alors là, je change complètement de sujet. Je vous parle de Racine. Alors, Racine, rien à voir. C'est l'histoire d'une petite fille dont le nom m'échappe là tout de suite, qui est blanche de peau, réunionnaise, donc qui est créole, mais qui a le cheveu crépus. Donc, quand elle est petite, elle voudrait avoir des beaux cheveux lisses, comme les Barbie ont et comme toutes les petites filles. En fait, toutes les petites filles françaises, européennes, à La Réunion ont, mais elle a la coupe afro. et du coup, la première partie du livre est un petit peu étonnante parce qu'on y suit juste une petite fille qui aime pas ses cheveux. Comment elle peut faire pour les brosser, comment elle essaye pour les avoir lisses, etc. Ensuite, elle passe à l'adolescence, elle va même essayer de se raser la tête et tout. Et on se dit, mais ils vont faire un bouquin vraiment que sur les cheveux, c'est hyper étonnant. Et en fait, au fur et à mesure que la petite fille grandit, devient une femme et s'entre dans la vie, en fait, c'est un bouquin sur le colonialisme, le racisme, le féminisme, parce que tout ça, c'est des problématiques... Enfin, l'exigence des cheveux, c'est une problématique féminine. C'est ce que la société impose aux femmes, d'avoir des cheveux normés. Et donc, typiquement, les cheveux blonds, lisses de Barbie, c'est une norme de la société. Et après, donc le racisme, parce que... dans le sport, par exemple, il n'y avait pas le droit au bonnet adapté aux cheveux crépus avant très récemment. Okay. Et donc, clairement, en fait, qui a le cheveu crépus ? Surtout des noirs. Donc, en fait, c'est une forme de racisme dans le sport. Et donc, en fait, elle va parler de toutes les luttes sociétales. Donc, j'ai dit un colonialisme, féminisme et racisme au travers du prisme du cheveu, du coût que ça a, parce que tous les produits de beauté coûtent déjà plus cher si vous êtes une femme par rapport à un homme, mais encore plus si vous avez des cheveux difficiles à entretenir. Donc il y a plein de choses qui passent dans ce livre, dont notamment nous, en tant que mecs, on n'a pas forcément conscience. Si moi, j'avais le cheveu... à l'afro. C'est des photos qui coûtent très cher. Donc il y a des problématiques dans lesquelles je me suis retrouvé, mais c'est vraiment hyper intéressant. On apprend, en vrai, on apprend plein de choses et on se rend compte de plein de problèmes de notre société qu'on n'imagine pas et qui sont des freins dans le quotidien de plein de gens, parce qu'elle, en fait, si elle se rase la tête pour pas avoir à gérer ses cheveux, quand elle cherche du boulot, c'est compliqué. Elle peut pas faire ça. Alors, quand elle décide d'avoir les cheveux lisses et qu'elle trouve du boulot et qu'elle est comme ça, le jour où elle décide qu'elle en a marre que ça lui coûte une fortune de garder les cheveux lisses et tout, qu'elle décide que non, elle va garder ses cheveux naturels, au boulot, elle se prend direct plein de remarques, comment on dit, misogynes et racistes, etc. Donc, en fait, lisez-le, c'est génial, ça va ouvrir vos yeux sur plein de choses, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Et Jiba a dit qu'il l'a lu. Et très sympa, Racine, pourtant le thème ne m'attirait pas du tout. C'est ça. Tu lis les premières pages, tu te dis, mais un bouquin sur les cheveux, qu'est-ce que je vais en faire ? Et en fait, non, c'est complètement woke, mais moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. À tel point, je pense que si entre les deux BD que je vous ai conseillés aujourd'hui, vous devez commencer par une, lisez Racine en premier, parce que vous y apprendrez des choses. L'autre est magnifique, mais là, on apprend vraiment des choses sur la société. Donc, gros coup de cœur, Racine. Okay. Il y a Guestem qui nous propose un petit rejeu qui reste du jeu, sont les Cluebox. Alors je connais les Cluebox, c'est du matériel très chouette, imbriqué en bois. Il me semble que c'est bien en bois. Et en fait, il y a des engrenages, comme ça, et c'est des escape games. En fait, il va falloir défaire la boîte comme un casse-tête, et avec les énigmes et tout ça pour ouvrir, etc. Donc, je m'approche pas des casse-têtes. Et voilà, ça fait longtemps que je veux faire une Cluebox. J'ai pas encore eu l'opportunité, il faut que j'en trouve une. Je sais que j'en ai offert une à Agmen qui a adoré, c'est la pyramide Inca, et qui a adoré,
donc, qui a bien aimé. Donc c'est vrai que les Clublock, je connais. Et c'est vraiment un très beau matériel. Ça reste assez cher quand on l'achète neuf. Mais on peut en trouver d'occasion, parce que comme on le fait qu'une fois, souvent... Voilà. Ok, bon bah moi j'ai beaucoup de mal avec les casse-têtes, donc je n'irai pas. Et Jiba qui nous conseille une autre BD avec le 3e tome de Dans la tête de Sherlock Holmes. Moi je l'ai pas encore lu, et je ne l'ai pas encore. J'ai les 2 premiers qui sont déjà excellents, donc effectivement a priori on ne peut que vous conseiller ce 3e tome. Parfait. On clôt le hors-jeu, on passe à la conclusion. Et ben on remercie tous ceux qui étaient présents et qui ont interagi avec nous dans le chat. Bienvenue aux nouveaux qu'on a eu à nous rejoindre cette semaine. Donc, a priori, notamment, on a eu Emmerich au début, il y avait quelqu'un d'autre, je sais plus. Et en tout cas, merci de participer parce que c'est super cool de pouvoir échanger et d'interagir. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Comme d'hab, attends, avant de dire ça, je refais, parce que je les ai préparés, n'oubliez pas, rendez-vous dans 10 jours maintenant pour la Game Night à Rennes. Donc je sais qu'il y a au moins Laurent et Teva et Jiba qui est rennais, et Teva et Jiba, donc on compte sur vous pour vous voir là-bas. N'hésitez pas, c'est gratuit, 18h jusqu'à ce que quand vous en puissiez plus, nous on ferme vers 4-5h du matin. Si vous voulez des jeux spécifiques pour la Game Night, envoyez-nous un message via n'importe quel moyen que vous trouverez, Discord par exemple, et on sera ravis de les amener. Emmerich est à Lannion. Voilà. Ouais, voilà. Si un jour tu veux faire un petit week-end à Rennes, la Game Night, on a une là dans 10 jours, et sinon ce sera en juin la prochaine. Ah non, il y en aura une en mars, je dis des bêtises, mars-avril, il y en aura une seconde. Jiba qui vous rappelle d'aller sur le Discord. Comme ça, vous serez informé de tout. Voilà, vous pouvez nous poser des questions sur la Game Night, et sur les émissions, et sur... c'est déjà pas mal. Et sur la chaîne en général. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à Twitch, à YouTube si vous êtes sur YouTube, ou aux 2. On a eu plein de nouveaux abonnés suite à la dernière vidéo, quasiment une centaine, c'était super chouette. Donc on vise les 1000 là maintenant, bientôt, on espère, donc on compte sur vous. Abonnez-vous. Sur les réseaux sociaux, on est présent partout. TikTok, Facebook, Instagram. Ça, c'est pour ceux qui sont gérés par C-Stereo. De mon côté, vous me retrouvez notamment sur Peertube et sur Mastodon. Alors, sur Mastodon, je suis en mon nom propre, TLZA. Mais retrouvez-nous là-bas. Sur ce, je crois qu'on peut clore ce récap du mois. On souhaite encore une très belle année. Voilà. Qui nous démarre sur les... Une belle santé. Démarre sur les chapeaux de roue. Plein de beaux moments à partager en famille. Et puis, en Game Night. Et en Game Night. Et on vous dit, du coup, au mois prochain. Merci à tous, salut et à bientôt. Oh, regarde, dernier commentaire, j'aime beaucoup ce format, merci pour le live. Merci beaucoup. Merci Steph, à toi, salut à tous.